Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière Valorial Connection de l'année. Donc, on va laisser quelques instants de façon à ce que chacun puisse nous rejoindre. Donc, bonjour à nos fidèles adhérents, bonjour Marisela, bonjour Eric, bonjour Corinne, bonjour à tous, vous êtes bienvenus. Je vous propose de nous laisser quelques minutes et Benoît Trébert, donc, qui va animer ces conférences ce matin, va nous proposer le programme d'ici quelques minutes. Merci, à tout de suite. Voilà, donc Benoît, les personnes sont en train de se connecter. Nous avons à peu près la moitié des participants en distanciel qui sont connectés. Les autres ne vont pas tarder à arriver. Je te propose de prendre la parole quand tu le souhaites, soit maintenant, soit d'ici une minute ou deux, comme tu le veux. Bonjour, bonjour, merci, merci de m'accueillir. J'en profite pour féliciter Valorial pour l'acquisition de sa reconnaissance européenne et pour vous remercier de cette opportunité d'intervenir. Alors oui, donc je suis Jocelyn Fontaine, je suis donc directeur adjoint de la filière, de l'association de la filière agroalimentaire normande que je vous présenterai dans quelques instants. Mais je vous propose peut-être juste quelques éléments en propos introductifs. Finalement, sur le thème, enjeux liés à la quête de sens et de prix, je pense que ce qui nous intéresse, c'est effectivement comment on peut créer ou contribuer à nourrir et recréer de la valeur. Alors, je vous propose en fait, dans mon propos, de faire un petit stop and go sur la situation et l'impact de la situation que l'on connaît sur le secteur agroalimentaire normand, très rapide, hein, avant de partir sur une démarche qui consiste à essayer de comprendre ensemble pourquoi, effectivement, aujourd'hui, le consommateur nous demande en fait une posture ou adopte une posture en lien avec une quête de sens et de prix, et donc qui est liée finalement à son consentement à payer, parce que finalement, on en est bien là. Avant de finir par nous poser la question de comment on peut innover, et notamment quand on pilote une marque collective régionale qui fédère 120 entreprises qui vont de la TPE agrofermière au grand groupe industriel en passant par la coopérative agricole. Donc, comment créer de l'unité dans l'hétérogénéité. Voilà, ce sera donc le thème de mon propos. Donc, quête de sens, quête de prix. Donc, je reste encore sur la diapo. Pour moi, la question sous-jacente, en fait, c'est la notion effectivement de valeur. Et cette valeur, en fait, il faut la comprendre, selon moi, selon trois axes. Le premier, c'est effectivement la valeur monétaire, et c'est donc le consentement à payer du consommateur par rapport à l'offre qu'on lui propose. Le deuxième, ce sont nos valeurs, vos valeurs. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez partager et assumer de partager avec ces consommateurs? Et donc indirectement, quels sont vos combats? Car on ne peut pas avoir des valeurs qui correspondent à tout le monde. Donc il faut faire des choix, et ces choix vont vous obliger à vous adresser à un panel de consommateurs qui n'est pas forcément celui que l'on connaissait avant, et que la grande classe moyenne, dont on sait qu'elle a aujourd'hui disparu. C'est un point important. Et le deuxième élément, le troisième axe de la valeur, c'est la valeur d'usage. Et la valeur d'usage, elle est liée à l'expérience client. Donc, très concrètement, la question qu'on peut se poser là, c'est est-ce que l'expérience d'usage de votre offre contribue ou pas à créer de la valeur pour le client et pour vous? Si oui, tant mieux. Sinon, il faut bouger parce que vos concurrents sont en train de travailler sur ce thème. Voilà. Et tout ça, c'est la pénétration en fait de l'économie servicielle dans le secteur agroalimentaire normand. C'est-à-dire, aujourd'hui, vendre un produit ne suffit plus sans un service qui est contributeur à votre chaîne de valeur, dont le vecteur est bien souvent le digital, et qui va contribuer effectivement à faire adhérer le consommateur à votre offre. Alors voilà, donc l'AREA Normandie, je ne vais pas m'étendre, vous aurez la diapositive. On a trois métiers: représenter et défendre les intérêts de la filière au niveau régional et national en lien avec l'ANIA. On accompagne les entreprises dans les gains de productivité, donc tout ce qui est lié en fait au fonctionnement interne de l'entreprise dans une dimension collective. Et puis dans les gains de compétitivité, donc tout ce qui est lié au marché, donc à la croissance sur les marchés. Et c'est dans ce cadre-là qu'intervient la marque Saveurs de Normandie. Donc aujourd'hui, je vous disais, c'est 250 adhérents et des entreprises de toute typologie et un grand nombre d'opérations. Voilà, alors le stop and go sur la filière agroalimentaire normande, il est important puisque l'agroalimentaire, c'est 5 milliards d'euros en Normandie. C'est bon, c'est revenu. 100 000 emplois.
Donc 25 000 emplois directs dans le secteur agroalimentaire, 75 000 dans le secteur agricole. Et la Normandie, c'est surtout une terre d'élevage. Et quand on parle d'élevage, en fait, il faut se dire qu'on a effectivement une race qui est mixte, qui est la normande, donc à la fois production laitière et production de viande. Sauf que voilà, la production de viande bovine, elle a chuté de 10% en 10, 15% en 10 ans, pardon, et la production laitière, elle a chuté de 4%. Voilà. Et donc 4% de 4 milliards d'euros. Ça pique. Donc heureusement, en région, on a aussi des signes officiels de qualité. On en a plus d'une vingtaine. Alors les signes officiels de qualité sont effectivement des garants en fait d'adhésion des consommateurs sur un point qui est important et sur lequel on reviendra, qui est la réassurance. Pour autant, il faut aussi savoir, il faut aussi accepter que quand on est dans une démarche d'innovation, bien souvent en fait, et qu'on a un cahier des charges qui est très strict, eh bien c'est pas forcément un élément qui peut aider à innover. Mais ça reste gardé en ligne de compte. Voilà. Alors, une fois le schéma posé, je vais un peu casser l'ambiance. Voilà. En fait, je vous ai fait une petite synthèse. C'est une diapositive qui m'avait beaucoup marqué, que j'avais donc découverte en 2018, que j'ai abondée, parce que c'était pas moi qui étais, donc j'ai mis la source. Hein. Mais voilà, mais en fait, quand on se pose la question de pourquoi aujourd'hui le consommateur est dans une quête de réassurance, eh bien, il faut se dire que depuis 25 ans, tous les 2 ans, il y a une alerte alimentaire au niveau européen qui se transforme en crise sanitaire. Voilà. Alors je dis bien européen, hein, puisqu'en France, on est quand même les champions au niveau de tout ce qui est éléments de traçabilité, donc on n'est pas forcément concerné, mais en tout cas, dans l'opinion collective et à travers les relais des médias, eh bien c'est ça que vous, moi et les consommateurs, enfin, ce à quoi on a été exposés. Donc obligatoirement, ça a des conséquences. Et la principale conséquence, c'est que je vous invite à taper couverture magazine alimentaire sur Google et voilà ce qui ressort. Voilà, donc, je vous ai fait une extraction. Donc ce qui ressort, c'est qu'en fait, on a évolué, on est dans une évolution en fait des paradigmes alimentaires, très clairement. Hein. On est passé très rapidement d'une société nourricière qui était celle qu'avaient connue nos parents pour passer sur une consommation qui aujourd'hui est identitaire. Et de cette consommation identitaire, elle devient le moteur en fait d'une transition alimentaire. Si on veut comprendre les éléments de cette transition alimentaire, il faut aussi se poser dessus. Donc on est passé d'un champ lexical qui était celui du plaisir dans l'agroalimentaire à un champ lexical qui est celui de la défiance. Voilà, de l'empoisonnement et donc de la défiance. Donc bienvenue dans l'ère de la défiance, où la parole de l'industriel est suspicieuse et son silence est coupable. Voilà. Donc la morale, elle est la suivante, c'est que eh bien, aujourd'hui, il y a un certain nombre de questions à se poser et on est face en fait à l'échec de la responsabilité sociétale des acteurs au niveau européen et des conséquences. Alors je vous ai mis là l'extrait en fait de l'étude Insight en fait du CIAL 2020. Donc j'avais celle de 2018, donc je l'ai vite réactualisée parce que le CIAL, vous savez, a été annulé cause Covid, on a un peu parlé, donc 4 ans d'absence. Ils sont revenus avec une étude et puis il y a clairement aujourd'hui, vous l'aurez compris, la quête de sens, c'est un besoin de réassurance du consommateur. Donc en 2018, le consommateur voulait du sain, du transparent, du vrai, de l'authenticité. En 2020, qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il fait? Il n'est plus en attente aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, il veut devenir acteur de son changement. Voilà. Il en a marre d'attendre. Il a attendu longtemps, il avait des souhaits et aujourd'hui, il décide de modifier son modèle de consommation pour pouvoir faire bouger les choses. Donc 64% de plus de produits locaux, 45% de plus d'attention aux ingrédients, 63% d'une alimentation plus saine, etc., etc. On est bien dans la continuité de ce qui a été présenté ce matin. Tout ça dans un contexte reschématisé, en fait, l'article de Jérôme Fourquet, qui date un petit peu maintenant, mais qui est sur le décrochage de la grande classe moyenne. Voilà, le décrochage de la grande classe moyenne, il faut se dire qu'avant, en fait, on adressait des produits à un ensemble de consommateurs qui correspondaient à la grande classe moyenne. Aujourd'hui, c'est plus possible. Vous avez d'une part une partie de la consommation qui a perdu du pouvoir d'achat, et donc on la retrouve plutôt à droite. Donc aujourd'hui, elle est plutôt consommatrice de Blablacar, de Dacia, de Wigo. Tu veux que je change? Hop, on change, on va voir. Il y aller un peu plus fort, merci.
Des COP qu'on retrouve beaucoup sur Facebook en opposition avec LinkedIn. Et puis LFCD, ce sont les réseaux de vente traditionnels par rapport à Action, Aldi, Lidl, on en a parlé. Donc il lui opère Samu, a commencé comme hard discounter et progressivement est en train de passer un peu au milieu. Donc au milieu, on y retrouve un petit peu les enseignes qui aujourd'hui sont des enseignes qui arrivent à fédérer un peu tous les publics. Le bio, parce que le bio au départ, c'était des gens qui n'avaient pas forcément des moyens mais qui avaient des convictions. Aujourd'hui, il y a aussi une partie qui est plutôt bobo, qui cherche à consommer différemment. Donc on est bien sur un regroupement au niveau du pouvoir d'achat. Vinted, que j'avais mis complètement à droite et que j'ai légèrement fait évoluer. Alors c'est plus de l'appréciation personnelle. Et puis après, moi j'aime bien citer un marché qui est celui en fait du vrac. Parce que le vrac, qui aujourd'hui a connu un très net stop, il ne faut pas oublier qu'en 2018, c'était une sous-catégorie du marché du bio qui a connu une croissance de 40%, dont on s'est dit, mais où sont les consommateurs? Quelle est la taille de ce marché? Impossible à définir. C'est un marché, somme toute, assez communautaire. Ça a cru, ça a cru. On a tous vu en fait des magasins s'implanter un peu partout. Bon, aujourd'hui, c'est le stop. Enfin, le stop, c'est 1,4 milliard aujourd'hui de chiffre d'affaires. 40% de croissance, et puis des structures comme Day by Day qui aujourd'hui ont pour vocation de rendre le vrac accessible à tout le monde. Donc effectivement, une position de jonction, à la fois pour ceux qui ont peu de moyens, pas de marketing, on veut juste du produit, et puis ceux qui ont des enfants et qui s'interrogent sur leur impact environnemental et l'impact des emballages, par exemple. Bon, alors, je vais tous vous les faire, parce que pour comprendre, il faut qu'on passe dans les différentes strates. Bienvenue chez les consommateurs. Alors là, les consommateurs des nouveaux régimes alimentaires, une fragmentation de la consommation, ça fait sourire parce qu'effectivement, quand on voit la liste, les locavorismes sans gluten, sans lactose, ça fait sourire, mais quand on les additionne en part de marché, ça fait moins sourire. C'est clair. Et celui qui se développe le plus, c'est aujourd'hui le flexitarisme, qui s'est clairement positionné comme étant une tendance de fond. On mange moins de viande, mais mieux. Bon, voilà. Interbev, bravo, une réaction extrêmement rapide entre le Ciel 2018 et puis le Salon d'agriculture 2019, où en fait ils ont su modifier leur positionnement. Le sans-emballage qui reste une transversalité, pour autant on a pris un peu une claque avec le Covid, mais va continuer. Puis après tout ça, ça amène en fait à des positionnements, des régimes alimentaires, des façons de consommer différentes, éthique, détox, health, snacking, qui a ralenti mais qui va reprendre. Et puis bon, heureusement on est français, il nous reste le plaisir. Ouf. Puis les entreprises, elles, c'est encore plus compliqué, sont au milieu du gué. On leur dit, voilà, aujourd'hui, il va falloir que vous fassiez preuve de sobriété énergétique, il va falloir que vous développiez au niveau du digital, du numérique. Alors le digital numérique, oui, ils sont confrontés tous les jours à l'obsolescence industrielle programmée. On leur dit, aujourd'hui, les marchés, il n'y a plus un marché, il y en a plusieurs. Alors je suis lequel? Les cuisines, toutes les sauces, le bio, lequel? On ne sait pas. Les produits innovants, on ne sait pas non plus. Donc il faut être à l'affût, il faut être sur tout. Et puis derrière, le portefeuille de leurs clients, ils se désagrègent. On l'a vu, c'est compliqué. Aujourd'hui, la grande distribution est plutôt à la peine. Donc, eux, ils sont au milieu du gué. Il faut qu'ils trouvent les solutions. Bonne chance. Et en plus, ça ne suffisait pas. Donc, on est face à une explosion du coût des matières premières. Alors bon, on a sanctuarisé les évolutions du coût des matières premières agricoles avec Egalim 2. Ça, c'est une chose. Enfin, aujourd'hui, on ne couvre pas avec Egalim 2 la partie énergétique. Donc, ça, c'est toujours soumis en fait aux négociations. Et donc effectivement, l'année 2022 qui a été complexe avec des renégociations permanentes, 2023 s'oriente vers le même cas de figure. Allez innover dans ce contexte. Puis ça ne suffisait pas, donc je vous ai rajouté l'environnement. Pression environnementale très forte, on est tous concernés. Et oui, on arrive au bout. Changement climatique, érosion de la biodiversité, changement d'utilisation des sols, donc obligatoirement beaucoup d'impact sur les entreprises et beaucoup d'attentes de la part du consommateur sur maintenant, que fait-on? Alors, dans le maintenant, que fait-on? Alors, j'ai pas pu vous mettre toutes les diapositives, j'ai pris quelques notes. Je tourne mes pages. Voilà. Donc finalement, voilà. Je vous ai pas mis la diapo, mais je vais vous l'évoquer quand même parce que les règles, elles sont là. C'est que la donne a changé. La donne a changé. D'un point de vue business, voilà, on était sur une visibilité à 5 ans, on est à 1 an. Bon, allez, 1 an, 6 mois parfois. On était sur une concurrence qui était invariante, on la connaissait. Maintenant, on est sur une concurrence qui est totalement évolutive, avec des nouveaux entrants. On était sur une pression sur la compétitivité industrielle qui était plutôt modérée. Aujourd'hui, on est sur une pression sur l'excellence opérationnelle, c'est ce qu'on demande aux entreprises. C'est terminer le fonctionnement et les raisonnements par fonction, les investissements par fonction. Il faut avoir une capacité à être dans l'amélioration continue et la vision transfonctionnelle au sein de l'entreprise. Et puis, on était sur une logistique de volume et de spécialisation. Aujourd'hui, on est sur l'agilité et la polyvalence. Voilà. Conséquence sur l'offre, on était sur une offre produit qui était l'attendue. Vendre un produit ne suffit plus. Aujourd'hui, il faut un produit et un service contributif de la chaîne de valeur. On était sur des circuits fermés et protégés.
Aujourd'hui, tout est ouvert, avec les nouveaux entrants, les nouveaux barbares, tels qu'Amazon, comme le dit Olivier Dauvert. On était sur des dépendances techniques et géographiques. Aujourd'hui, le marché il est accessible à tout le monde. Et on était sur un rapport qualité-prix. Aujourd'hui, c'est la valeur ajoutée client qui prime. Et dans la valeur ajoutée, il y a la quête de sens. Et alors, dans tout ça, la France, eh ben ça, c'est une diapo de 2018 qui pique. Donc, c'est une étude de l'INPI, non, pas de l'INPI, de la BPI France, en fait, sur les entreprises et leur stratégie RSE. Voilà. Et bien, en France, en 2018, il y avait 50% des entreprises qui s'étaient intéressées à la RSE, mais il n'y en avait que 26% qui avaient structuré leur démarche. Donc, 75% qui n'étaient pas dans une démarche structurée RSE. Donc, c'est l'échec de la politique RSE des entreprises. Voilà. Conséquence, on bascule aujourd'hui de la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, donc intrinsèquement la responsabilité des entreprises, à l'ESE. Alors, je ne sais pas si ça existe, hein, c'est moi qui l'ai nommé comme ça, mais l'ESE, c'est l'engagement sociétal et environnemental, c'est-à-dire la capacité à prouver. Et du coup, cette capacité à prouver, comme les entreprises n'ont pas fait le job, elle repose sur qui? Comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, sur les marques. C'est aux marques aujourd'hui de prouver leur engagement sociétal et environnemental, de choisir leur combat. Donc là, vous avez deux exemples. Donc bio c'est bon, faites un geste pour la planète, soulevez une petite cuillère. Puis là vous avez un autre exemple, donc c'est une photo que j'ai prise sur le parking de Carrefour Côte de Nacre. Moi, je trouvais qu'elle était assez forte. C'était une bière qui s'appelle Brewdog, c'est ça, voilà, qui est écossaise et qui communique sur le fait que c'est la première brasserie à bilan carbone négatif. Bon, j'ai un petit peu de mal à comprendre, je ne suis pas allé vérifier, mais en tout cas, voilà, ça parle aux consommateurs. Donc effectivement, avant, vous aviez 7 piliers sur la RSE. Aujourd'hui, c'est plus 7 piliers. C'est 4 axes qu'il faut remplir sur votre engagement sociétal. Quel est votre engagement sociétal vis-à-vis de vos collaborateurs? Et quand on parle d'attractivité métier et de RH, effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, il faut partager des valeurs et les valeurs sont fortes. Quel est votre engagement sociétal vis-à-vis de vos clients? Quel est celui vis-à-vis de la société civile? Et elle vous attend de pied ferme, et on y reviendra. Et quel est votre engagement sociétal vis-à-vis de l'environnement? Alors ça, c'est pas nouveau. En 2019, déjà, vous voyez, Langtour faisait des communications sur on n'a plus le produit devant. On a 150 000 arbres plantés en Normandie en 2019, et le produit vient derrière. Voilà. Donc, on est bien sur un partage de valeurs. Après, il faut pouvoir prouver. Donc, je vous invite à voir le livre d'Elisabeth Laville qui est extrêmement intéressant et qui s'appelle Les marques positives, qui reprend effectivement un ensemble d'exemples. Alors, on pourrait se dire que ça s'arrête aux entreprises, mais non. Non, non, aujourd'hui, il y a aussi les banques qui rentrent dans des démarches sociétales, avec un pacte sociétal. Et plusieurs banques sont aujourd'hui en train de réfléchir sur l'intégration d'indicateurs qui sont des indicateurs RSE, donc extra-financiers, dans l'octroi des prêts. Alors, quelle piste on pourrait avoir? On pourrait avoir une piste, par exemple, sur la qualité des terres. Alors, pourquoi la qualité des terres? Parce qu'on sait aujourd'hui que lorsque vous êtes en dessous des Pays de la Loire, eh bien, la qualité des terres est bien plus dégradée. Donc finalement, si je prends en considération la qualité des terres dans l'octroi de votre prêt, eh bien, je m'interroge sur la capacité, par exemple, si vous êtes agriculteur, à pouvoir avoir un retour sur investissement. Si votre terre n'est pas environnementalement saine par rapport à l'objectif de rentabilité et de production, eh bien, on peut s'interroger sur votre retour sur investissement. Donc, on le voit bien, en fait, aujourd'hui, on a un ensemble de critères qui sont en train de descendre. Cet ensemble de critères, il n'est pas non plus arrivé là par hasard. Aujourd'hui, vous avez la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, qui impose effectivement le respect d'un certain nombre de critères environnementaux et qui vont peser et qui vont faire que la RSE donc, va devenir un axe qui va être de plus en plus important. Et cet axe au départ, dont on pouvait penser qu'il était logique, par le fait d'être un axe de communication auprès des consommateurs, devient aujourd'hui un axe imposé par la nécessité d'une sobriété énergétique. Mais ne nous trompons pas, lorsqu'on aura fait de la sobriété énergétique, on essaiera aussi de communiquer auprès des consommateurs sur les efforts qui ont été faits, les bénéfices en fait de cette sobriété énergétique pour les consommateurs, pour le marché. Donc ça devient un axe. Donc tout ça questionne effectivement les marques, puisque vous voyez bien que les marques ont un rôle extrêmement important sur leur raison d'être. Aujourd'hui, on ne vend pas un produit. La question, c'est pas le quoi, c'est le pourquoi. Pourquoi je vends un produit? Donc le premier qui a travaillé sur ces questions-là, c'est Steve Jobs. C'est les questions qu'il a adressées lorsqu'il a travaillé sur Apple. Et donc aujourd'hui, les marques doivent devenir combattantes pour rester légitimes. Je vous ai mis là un exemple qui est une insertion d'un tract sur Auchan. J'avais vu le directeur qui me disait, mais moi j'hallucine. Mon métier, c'est de vendre des produits. Aujourd'hui, je fais la pub de la politique RSE de Perrier. Bah oui, mais Perrier, aujourd'hui, il montre qu'il est combattant. Il essaie en tout cas, il communique dessus. Donc 13 000, je vous le dis là, 13 000 conteneurs acheminés par rail en un an. Donc c'est ça le moins sur les routes. Donc effectivement, aujourd'hui, la marque devient combattante. Elle essaye de faire adhérer à ses valeurs pour pouvoir se différencier. Mais la vraie question, c'est qu'il va falloir tenir ou mourir. Parce que si, vraisemblablement, à terme, il y aura une attente consommateur sur un standard entre vous devez avoir une quête de sens et elle doit être à un prix accessible, aujourd'hui,
L'enjeu, c'est que la quête de sens permette de se différencier et justifie d'un positionnement prix qui n'est pas le positionnement prix de base. Sauf qu'aujourd'hui, dans les campagnes, on nous dit il va falloir avoir des valeurs fortes et des prix bas. Donc bonjour pour le grand écart. Alors il y a quand même des pistes, des choses extrêmement intéressantes. Et là, je vous ai pris l'exemple j'ai essayé d'interpréter l'exemple de C'est qui le patron ? Puisque là, on est sur un cocktail assez intéressant où effectivement, on va travailler sur innovation, filière et numérique. Parce que somme toute, le lait, ça reste du lait. On est bien d'accord. Et pourtant, C'est qui le patron ? Ils vendent du lait plus cher que tout le monde et ça fonctionne. Donc, comment il fait ? Il travaille beaucoup sur la réassurance. Pof, on est directement en réponse. Proximité, transparence, la structuration de filière. Il structure effectivement une filière. Il innove en transformant les consommateurs en consommateurs. On est bien sur l'expérientiel au niveau des consommateurs. Il a une marque qui est expérientielle, elle est co-construite avec ses consommateurs, elle s'appuie sur des valeurs et une identité communautaire. Et sa stratégie d'influence, il la développe sur les réseaux sociaux. Elle se nourrit, elle s'appuie sur la puissance des réseaux sociaux. Chaque client est un prescripteur potentiel. Voilà. Alors, je vous ai mis l'exemple, c'est-à-dire que, alors aujourd'hui, il faut quand même avoir conscience, quand je vous parle de quête de sens, pour moi, on s'adresse quand même à une part de consommateurs, pas tous les consommateurs. Il y a un consommateur qui est prêt à payer un peu plus cher pour avoir un sens qui n'est pas celui du produit premier prix, mais ce qui est directement lié au décrochage de la grande classe moyenne. Donc le lait, qui aujourd'hui est en train de revenir à fond les ballons dans toutes les ventes, mais qui au départ ne reste qu'un lait basique, et puis sur lequel on a rajouté un bouchon pour justifier, puis le prix a augmenté, et puis après une traçabilité, un bien-être animal, un engagement économique, une traçabilité locale, etc. pour arriver en fait à C'est qui le patron, co-développement produit, 8500 consommateurs ont abondé le cahier des charges du lait, meilleure rémunération pour l'agriculteur, transparence, etc. Et on arrive à une communication identitaire, communautaire, transparente et à un prix imposé. Alors, prenez l'exemple du beurre, C'est qui le patron, c'est 2,50 €. Voilà. Vous vendez plus cher, vous êtes un salaud. Vous vendez moins cher, vous n'aidez pas, vous n'aidez pas à atteindre les objectifs. Donc voilà en fait une stratégie d'influence qui repose sur le serviciel. C'est un service apporté, stratégie servicielle sur un produit. Je ne vends pas qu'un produit, j'y adosse un service. Le service a une valeur ajoutée, elle est différenciante. Ce faisant, j'innove et je crée de la valeur. Donc l'innovation, elle n'est plus au sens où on l'entendait habituellement. J'ajoute un élément à ma recette. C'est je repense le processus de fabrication de mes produits. Et puis, ce n'est pas un exemple isolé. Je vous ai mis là des produits qui nous ont interrogés. Donc, ce que je trouve formidable, c'est que sur C'est qui le patron, on part du lait et on arrive à redonner de la valeur. Et là, on peut partir sur du concentré de gingembre. Bon, ça ne coûte pas très cher, 7,58 € quand même. Voilà. On peut partir sur de la vinaigrette, 2,20 €, produit ultra basique. Vinaigrette de cidre, c'est pas mal non plus. Et puis sur du pain. Et puis on peut créer un produit comme Jimber, en fait, qui est un concentré de gingembre aujourd'hui qui se vend 22 €, qui cartonne, qui est référencé sur Internet. Donc stratégie digitale, consommateur, prescripteur, donc fan d'abord, consommateur, puis prescripteur. Référencé notamment dans le bio, mais pas que. On peut prendre l'exemple de Noy, en fait, qui a une communication identitaire. Donc là, des valeurs, le plaisir. D'ailleurs, ils sont juste à côté. Je n'ai pas pris exemple, je n'ai pas fait attention, mais ils sont juste à côté. Et donc, eux, ils sont sur une éthique, une approche culinaire relayée sur les réseaux sociaux avec une démarche de prescription, et ça fonctionne. Archie, alors ça, c'est extraordinaire. Le vinaigre de cidre 2,50 €. Archie, ils arrivent à vous positionner une bouteille de vinaigre de cidre à 14,90 € et ça se vend. Ils sont sur l'Élysée, ils sont sur les tables de l'Élysée, on les demande en Asie, on les demande aux États-Unis, ils sont en train d'exploser. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés étudier en fait le mode de consommation du produit aux États-Unis et ils ont changé la valeur d'usage. Ils ont créé un nouvel instant de consommation. Ce faisant, ils sont allés chercher des nouveaux consommateurs et ces consommateurs ont une capacité, une acceptation, un consentement à payer les plus importants. Et ils ont donc réinventé le produit totalement basique à travers une modification de positionnement et en créant une nouvelle valeur d'usage. Et pareil pour la French baguette où on a une baguette qui finalement, la promesse, c'est de pouvoir refaire une baguette chez soi quand on est à l'étranger. Donc ça se vend au Louvre, ça se vend dans les musées, ça se vend au niveau touristique et ça cartonne. Les Japonais adorent envoyer des baguettes qu'ils peuvent refaire chez eux. Donc c'est une baguette avec une farine qui permet effectivement de faire une pousse chez vous et de la cuire au four. Voilà. Et on arrive à multiplier par 10 le prix. Donc, il y a des pistes aujourd'hui pour innover. Voilà. Et puis, on l'a vu aussi sur les trophées de l'agroalimentaire cette année. Alors ça, c'est un autre élément. Et donc, il y a 18 membres au jury. Donc, c'est pas nous. Donc, on est totalement neutre là-dedans. On fait qu'organiser. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que toutes nos innovations cette année, parmi l'ensemble qu'on a reçues et celles qui ont été lauréates, donc à travers un système binaire de notation, toutes sont éco-responsables.
toutes ont une dimension éco-responsable, y compris, puisque depuis quelques années, en fait, on met en valeur les meilleures innovations numériques et digitales, y compris celles du monde numérique et digital, dont on peut se poser la question de la valeur de l'éco-responsabilité. Eh bien, suivez la consigne, le retour de la consigne, à travers du suivi numérique au bénéfice des tournées de mutualisation logistique. Donc là aussi, dans le numérique, on peut le faire. Et puis DataSwati, en fait, qui est un jumeau numérique indexé à de l'intelligence artificielle pour optimiser les rendements de production dans la perspective d'être plus sobre au niveau de la production. Voilà, donc ça aussi, ça fonctionne. Et puis, on y retrouve d'autres. Alors si, allez, juste un clin d'œil, c'est le café de lentilles vertes, produit qui a été consommé pendant la guerre, en fait, qui permet effectivement, parce que 80% du goût du café, il faut le savoir, c'est la torréfaction. Voilà. Donc en torréfiant des lentilles qu'on a en Normandie, eh bien, en fait, on évite le transport du café et en plus, on les torréfie au niveau solaire. Voilà. Donc micro-marché, certainement, etc. Mais aujourd'hui, ça se développe. Donc moi, je ne vais pas vous dire qu'on a réussi tous les enjeux. Hein. Après tout ce que je vous ai montré, voilà, nous, humblement, on essaie de réfléchir et de se gratter la tête pour se dire, bah, voilà, quand on a une marque qui existe depuis 20 ans, qui aujourd'hui est apposée sur 600 produits, qui fédère 120 entreprises et qui représente aujourd'hui 17 000 emplois, 7 000 dans le secteur agroalimentaire et 10 000 dans le secteur agricole induit. Comment on fait aujourd'hui pour continuer à se développer et essayer de créer de la valeur? On essaye de s'engager. Voilà. Donc on est déjà engagé par nature, puisqu'on a l'origine de la matière première dont la traçabilité est normande, obligatoirement, avec une origine une tolérance d'approvisionnement français lorsque la matière première n'est pas disponible en quantité suffisante. On travaille sur le goût, la promesse d'une expérience gustative intéressante. On travaille sur la qualité, c'est un standard et une évidence. Et puis depuis 2018, mais déjà avant, on était effectivement sur l'emploi. On a décidé de muscler notre positionnement et notre engagement sociétal en allant un petit peu plus loin. Alors ça passe par une charte d'engagement sociétal que l'on a fait rédiger et travailler avec un cabinet, donc qui nous permet effectivement sur 17 pages d'afficher quels sont nos objectifs. Et puis on a assumé de prendre 4 combats. Voilà, s'engager pour notre territoire, maintenir la valeur et l'emploi sur ce territoire à travers les produits qui sont référencés et donc la promesse faite aux consommateurs. Limiter notre impact sur l'environnement, c'est celui sur lequel on travaille beaucoup, c'est-à-dire travailler sur le phénomène de décarbonation. Ensuite, développer des emplois respectueux des hommes et des femmes, donc l'égalité professionnelle et l'équité. Et puis favoriser une économie durable, on l'a évoqué, c'est l'importance de limiter au maximum le gaspillage alimentaire. Voilà. Donc pour essayer d'atteindre ces objectifs, eh bien, on partage nos combats, on conduit à peu près 50 opérations par an, uniquement dans le domaine de la mise en relation avec le consommateur final, que ce soit sur des manifestations comme celle-ci au niveau régional ou national, ou que ce soit aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. On incarne nos valeurs. Effectivement, on personnifie et on personnalise la marque, c'est-à-dire que derrière notre marque, il y a surtout des hommes et des femmes qui travaillent au quotidien sur le territoire et que l'on met en valeur à travers des campagnes d'affichage, à travers les réseaux sociaux. On a un minimum de 2 publications par semaine, donc sur une communauté de 24 000 fans sur Facebook, mais pas que. Et puis derrière, on va aussi réaliser des vidéos qui vont leur permettre de mettre en avant le caractère entrepreneurial, transmission familiale, valeur, impact amont-aval. Voilà. On travaille aussi avec Mimosa. Voilà, je vais y revenir. On demande aussi à nos entreprises de prouver individuellement leurs engagements sociétaux. Voilà, donc là, vous en avez un certain nombre. On en a plus d'une cinquantaine aujourd'hui. Ce sont des stop rayons qu'on communique sur les réseaux sociaux et aussi en magasin. Voilà, nous développons une filière d'élevage normand, privilégiant une alimentation naturelle en oméga 3. Nous produisons plus de 70% de l'eau chaude consommée par nos ateliers à l'aide de panneaux solaires, etc. etc. Je vous en ai mis quelques-uns. Nous revalorisons 100% de nos déchets alimentaires. Nos pommes de terre sont vendues à moins de 80 km, où nous sommes fiers d'afficher. Bonjour la biscuiterie de l'abbaye, félicitations. Nous sommes fiers d'afficher un index d'égalité professionnelle de 98%. Voilà. Et collectivement, c'est-à-dire y compris vis-à-vis de la marque, nous nous engageons. C'est-à-dire nous engageons par exemple sur Mimosa à soutenir des projets à travers le financement participatif de nos adhérents pour les aider à atteindre leurs objectifs de financement pour avoir une démarche qui soit plus vertueuse. Alors on l'a fait sur 3, on a contribué à collecter 9 000 € et on a moins communiqué dessus puisque c'était une tentative, mais on a aussi contribué avec un torréfacteur à développer une recette de café qu'on a commercialisée et dont une part du bénéfice a été reversée en fait à une association qui intervient dans les hôpitaux pour les enfants à travers des journées de clown. Voilà. Donc on n'a pas communiqué dessus, mais c'est des choses qu'on fait aussi et qui pour nous ont une valeur et correspondent aux valeurs qu'on cherche à défendre. On innove aussi en créant de nouveaux instants de consommation. On n'a rien inventé. Hein. On a toujours du cidre dans le magasin, on a toujours des chips à gauche, on a toujours des produits de l'abbaye qui sont excellents, des biscuits, mais aujourd'hui salés. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de les rassembler, de créer un nouvel instant de consommation qui est l'apéritif normand. Voilà. Et cet apéritif normand, on s'est adossé en fait à un réseau de prescripteurs qui sont des chefs
Et ce faisant, on est sur une tendance de consommation en pointe, sur une zone géographique, la Normandie, qui est extrêmement riche en circulation de touristes. Et puis vous, je ne sais pas, mais moi, je sais que quand je vais en vacances, j'aime bien pouvoir découvrir et présenter des choses à l'apéritif qui sont issues du territoire où je suis. Donc voilà, on travaille sur ces éléments-là et on les partage aussi avec les consommateurs en magasin et sur les réseaux sociaux. On teste les concepts auprès de nos clients et des consommateurs. Donc depuis 2017, on a fait plus de 70 opérations en magasin qui ont permis de générer des référencements permanents sur des zones. Voilà, en 2022, on en a rajouté 20 de plus. Et puis, on fait des salons. Et au cours de ces salons, on teste ces concepts dans la perspective de les développer avec nos partenaires commerciaux également et de les réorienter parce qu'on se nourrit aussi. Hein, on n'est jamais seul. Hein. J'ai oublié de le dire, mais à l'arrêt, on est une dizaine de personnes. Je ne fais pas tout seul, loin de là. Ça serait incapable. Mais donc, voilà, on se nourrit. Notre force, c'est de se nourrir en réseau, en fait, de la vie de chacun. Et d'ailleurs, les éléments que je vous présente aujourd'hui, je les ai travaillés à la fois avec Fidal, je les ai travaillés avec des distributeurs, j'ai travaillé avec les entreprises. On les a vus, on les a enrichis ensemble et on essaie d'y travailler régulièrement. Voilà. Donc pour ce faire, il faut avoir une capacité à prouver. Donc cette capacité à prouver, elle passe effectivement pas simplement par de la communication, mais par le fait d'avoir soumis à toutes nos entreprises une démarche en fait d'évaluation et de quantification de l'impact, des impacts environnementaux de leurs produits. Et ça, c'est l'ACV. Donc, ce sont des analyses de cycle de vie des produits qui vont nous permettre de sortir les externalités positives, les externalités négatives, mais aussi les points communs sur lesquels on va pouvoir capitaliser pour communiquer, puisqu'on a toujours effectivement une grande variété d'entreprises. Et on décerne en fait des engagements. Donc, toutes nos entreprises ont été auditées. Et on décerne 3 niveaux d'engagement RSE à nos entreprises. Elles sont soit engagées, soit elles sont dans une démarche RSE structurée, soit sur une démarche exemplaire. Et on continue à les accompagner. Voilà. Donc là, vous avez la liste de tous nos adhérents engagés. Et par contre, alors il manque une diapositive, mais c'était sur ma deuxième version, mais c'est pas grave. Et donc deuxième élément sur lequel on intervient, c'est il y a un article qui était sorti dans le Parisien qui était sur en fait la perspective, la contribution ou pas, donc la neutralité énergétique des principaux acteurs du CAC 40. Voilà, la question c'était est-ce que les acteurs du CAC 40 contribuent ou pas à limiter le réchauffement climatique. Et en fait, ce dont on s'apercevait, c'est qu'ils étaient plutôt contributeurs à hauteur de 3 ou 4 degrés. Donc aujourd'hui, le travail qu'on a engagé, c'est de travailler sur un référentiel qui devrait, donc il y a un gros travail encore, qui devrait nous permettre de prouver que quand on achète des produits saveurs de Normandie, on contribue à réduire l'impact du réchauffement climatique parce qu'on a un certain nombre de références, notamment sur les achats de proximité qui nous permettent effectivement de le prouver. Voilà. Si on arrive à faire ça, on répond à une attente consommateur, on donne du sens et on contribue à défendre nos valeurs. Voilà. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira, on est encore en train de travailler dessus. Merci. Merci Jocelyn. Des questions peut-être? Valérie, des questions? Non, pas de questions distancielles. Donc on est un peu en retard, on va passer tout de suite avec Virginie. Je vais voir sa présentation. Si elle veut s'ouvrir. Merci Benoît. Bonjour à tous. Bonjour Virginie. Bonjour, donc moi aujourd'hui l'idée c'était de vous présenter effectivement un cas concret. On a parlé beaucoup des attentes des consommateurs, on a parlé effectivement de cette évolution structurelle de ces dernières années. Hein. On voit effectivement que le monde s'accélère, que du coup au gré des crises, les attentes des consommateurs évoluent. Et donc comment effectivement réagissent les marques face à tous ces changements. Et moi, je vais vous présenter aujourd'hui donc comment nous, on a travaillé autour de ça sur la démarche plein air. Alors. Donc, je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit, puisqu'effectivement, il y a déjà plein de choses qui ont été évoquées en introduction. On le sait, effectivement, les attentes des consommateurs aujourd'hui, on n'achète plus un produit, hein, ce n'est plus un produit simplement fonctionnel qui nous permet de nous nourrir ou d'apporter un service. On attend des marques, on attend effectivement des différents produits qu'on achète, des engagements liés effectivement aux différentes crises sanitaires et à un besoin aussi d'être sécurisé, une défiance aussi vis-à-vis des marques, on n'en a pas forcément parlé. Il y a eu beaucoup de reportages à charge qui ont créé aussi beaucoup de la défiance envers les industriels et finalement, quand on ne communiquait pas, c'est qu'on avait quelque chose à cacher. Donc aujourd'hui, les entreprises ont besoin effectivement d'expliquer un petit peu ce qu'elles font et d'apporter des garanties et des preuves
pour répondre à ces attentes d'engagement des Français. Donc aujourd'hui, ça se traduit par des attentes sur du local, sur du Made in France, du label. Effectivement, des critères bio, environnement et végétaux sont un petit peu moins demandés, mais ça reste quand même des attentes de fond. Aujourd'hui, donc, la marque Bigard, c'est un portefeuille de produits. Enfin, c'est une marque déjà qui est une entreprise acteur dans la boucherie française. Je vous présente cette slide pour vous expliquer un petit peu aussi sur quoi on intervient. Donc, sur les produits élaborés, nous proposons donc 40% de steak haché, de la saucisserie et d'autres gammes de produits élaborés en libre service, donc produits pratiques pour les consommateurs. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, on parle effectivement souvent du steak haché comme produit du quotidien, c'est que plus de 50% de la viande bovine française se consomme sous forme de steak haché. Donc on a vu effectivement aujourd'hui, au début, le steak haché était un produit de service qui permettait effectivement de valoriser les parties avant de l'animal pour apporter une portion de viande facile à consommer, facile à préparer, puisque toutes les parties avant de l'animal étaient plutôt des parties, la partie arrière était la partie noble pour les pièces à griller, les steaks. Et puis les parties avant étaient des pièces qu'on cuisait longuement pour les pot-au-feu. Et face à l'évolution des changements de vie des Français, on a vu effectivement moins de temps pour faire des bœufs bourguignons, pour faire pas le temps d'attendre 3 heures dans sa cuisine pour travailler les pièces de l'avant. Donc toutes ces pièces, en fait, se sont vues valorisées par le steak haché qui a pris une part de plus importante avec le snacking, avec la consommation familiale aussi en famille. Et donc un produit très pratique qui s'est vraiment démocratisé. En 2018, donc l'offre Bigard, c'était du premium, du cœur de marché, de l'entrée de gamme. Bon, une segmentation classique de marque. Mais ce qu'on constatait en 2018, c'est que le label rouge progressait, les offres valorisées, le charolais progressait. Et quand on dit effectivement que les consommateurs, mais même c'est encore vrai aujourd'hui, cherchent absolument du prix, il y a aussi une typologie de consommateurs, c'est-à-dire qu'il y a des consommateurs qui ont, soit qui sont très attentifs à la qualité, qui ont certainement un pouvoir d'achat plus conséquent, qui va continuer à se porter vers le label rouge. On voit le label rouge continue de progresser et même cette année, avec l'inflation, on n'a pas vu, nous, de fléchissement sur les offres label rouge. Donc, il y aura des foyers qui vont continuer à consommer ces produits parce qu'on l'a dit, en France, on est attentif au goût, on est attentif aussi à avoir certaines garanties et le label rouge qui est un label franco-français est vraiment un label qui qui est vraiment reconnu des consommateurs, qui est transversal, donc on va retrouver sur différents produits de l'alimentaire. Et en ça, c'est un label qui parle et donc qui continue d'évoluer. L'entrée de gamme, effectivement, avec cet apport prix, progressait. Et donc, notre cœur de marché, on s'y retrouvait plus trop. On avait donc des offres qui étaient déconsommées, certainement peut-être ne répondant plus aux attentes des consommateurs. Donc, on s'est posé la question, dans cette période où le consommateur est en quête de sens, comment effectivement apporter des garanties sur les modes d'élevage, puisque bien évidemment, on propose des produits carnés. Donc, la première préoccupation des consommateurs, c'est bien évidemment cette transparence sur les modes d'élevage. Et donc, on s'est appuyé de quelques études. Tout d'abord, donc une étude de l'IFOP donc c'est des études de l'époque parce qu'on était en réflexion en 2018, mais c'est toujours vrai aujourd'hui. Donc cette étude, elle présentait effectivement le plein air comme une préoccupation majeure des Français. Donc 60% jugeaient prioritaire d'offrir un accès plein air à tous les animaux. 96% des citoyens donc sont favorables à un étiquetage des produits selon la bientraitance animale et le mode d'élevage. 59% des Français n'étaient pas satisfaits forcément des modes d'élevage des animaux et un Français sur deux se déclare en tout cas avoir une attention sur l'environnement. Je reprends donc une étude de l'Obsoco qui a été présentée donc à une journée Valoriale en 2018. C'est pour dire, c'est un petit clin d'œil aussi pour montrer que toutes ces journées, elles nous nourrissent, elles nous permettent d'avancer sur nos réflexions et de construire l'avenir. Donc cette étude de l'Obsoco présentait justement un
un extrait d'une étude qu'ils avaient menée et demandaient aux consommateurs, pour eux, c'était quoi quelle image représenterait le plus une viande de qualité. Donc, c'est assez paradoxal parce que finalement, une étiquette avec la traçabilité, toutes les indications sur l'origine n'est pas forcément ce qui était le plus représentatif. Enfin, c'était pas l'image en tout cas qui était retenue comme gage de qualité. L'agriculteur, bon, qui n'était pas très non plus très à son avantage sur cette photo, mais effectivement, le côté éleveur n'était pas forcément non plus pour eux un gage de qualité. Mais par contre, la vache d'Épinal, voilà, en plein air, heureuse, etc., bah, pour eux, c'était un critère important sur la qualité de viande. Alors, bien évidemment, on est vraiment dans l'imaginaire consommateur. Et puis, dernière petite étude selon Kantar, on avait regardé un petit peu quelles étaient les mentions qui étaient importantes à l'époque pour les Français. Et donc, effectivement, élevé en plein air était vraiment donc un gage de qualité devant, sans consommateur, sans colorant ou d'autres sans. Donc finalement, nous, notre réponse à ces attentes, ça a été de développer les hachés plein air. Donc les hachés plein air, c'était donc un steak haché qui apportait donc une transparence sur le mode d'élevage, tout simplement. Alors, on pourrait se dire toutes les vaches sont dans un pré. C'est pas faux. Pas toutes d'ailleurs. Il y en a certaines qui sont élevées en stabulation et nourries au grain. Mais le problème, c'est qu'à force d'avoir différents à force que les consommateurs regardent aussi différents reportages, qui ne sont pas d'ailleurs que des reportages en France, hein, ça peut être des reportages sur les élevages aux États-Unis, en Europe, et le problème c'est qu'ils confondent beaucoup de choses et que finalement ils ne savent plus quelle est la vérité. Et donc des fois, juste dire ce qu'on fait, et ce qu'on fait bien en l'occurrence, c'est aussi de la communication et c'est aussi valoriser un produit. Donc, cette démarche filière plein air, elle s'appuie du coup d'une sélection de 3000 éleveurs avec lesquels on travaillait déjà et de bovins répondant à des critères précis. Donc, l'idée, c'était effectivement de garantir un temps de pâturage, donc accès au pâturage 5 mois dans l'année minimum. Ça paraît peu, mais évidemment, on était obligé de mettre un critère minimum. De toute façon, on le sait, les bovins, une vache, vont pâturer l'été, quand les conditions le permettent, et puis l'hiver, quand il fait plus froid ou quand les pâturages sont boueux, elles rentrent à l'étable. Donc finalement, 5 mois, c'est une réalité, hein, c'est pas peu. Ça peut aller jusqu'à 8 mois, justement cette année, avec les belles conditions qu'on a eues, elles sont certainement restées plus longtemps. Mais quand on définit un cahier des charges, on est obligé de définir un minimum, voilà, une limite. C'est donc un cahier des charges et donc une filière qu'on a créée basée sur une charte qui existait déjà, contrôlée par Bureau Veritas, pardon. Et on a mis en place aussi des critères de qualité de conformation qui nous permettent d'avoir des bêtes de qualité et bien évidemment tout ça avec une rémunération additionnelle pour les éleveurs. Donc aujourd'hui, cette gamme s'est bien développée. On a effectivement d'abord lancé un steak haché, puis 2. Aujourd'hui, c'est une offre qui regroupe une vingtaine de références et toutes sont en croissance, en tout cas depuis 2000. Bon, j'allais trop vite. Donc, on avait fait une petite étude pour voir effectivement si cette promesse, elle avait un impact sur les consommateurs. Et on se rend compte effectivement que le fait d'apporter cette mention plein air avec bien évidemment les garanties que je vous ai exposées juste avant permet pour le consommateur de renvoyer un message de bientraitance animale, de respect, une démarche éthique. Ça renvoie aussi une image de bonne qualité de viande, hein, ce qui confirme l'étude de l'Obsoco. Et puis bon, ils aiment voilà ce beau visuel de vaches en pâturage. Donc, conclusion depuis entre 2019 et 2022, parce qu'en fait, on a fait évoluer une gamme existante qui n'avait pas forcément de garantie de valorisation. On a développé cette offre qui était à l'époque en recul. Et donc, ça montre bien effectivement que avec un produit cœur de marché, en travaillant sur la valorisation et la mise en avant de plus produits,
eh bien, sans bouger le prix, parce que c'était ça aussi hein, l'objectif, c'était de valoriser notre cœur de marché, puisque donc l'objectif n'était pas de changer le prix. Ça nous a permis de gagner effectivement en compétitivité, donc d'être en croissance. Voilà. Donc aujourd'hui, notre offre, c'est toujours la même. On a gardé effectivement notre label qui continue de se développer. Le plein air est une gamme qui répond aujourd'hui à des attentes sociétales, mais tout en restant cœur de marché. On n'avait pas vocation à faire un deuxième label rouge, c'était pas ça l'idée. L'idée, c'était de garder ce produit accessible et de pouvoir proposer un produit qui apporte des garanties sur les modes d'élevage tout en restant à un prix abordable. Et puis l'entrée de gamme finalement qui a évolué un petit peu aussi. On parlait de consommateurs qui étaient en quête de prix. Nos offres accessibles, elles ont aussi évolué. On a travaillé notamment sur un plus petit grammage, tout en gardant une promesse 100% pur bœuf et origine France, puisque c'est la promesse de la marque Bigard sur tous ses produits. On a aussi retravaillé une offre accessible qui apporte aujourd'hui un prix pour un produit de qualité. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de couvrir tous les besoins des consommateurs. Aujourd'hui, même s'il y a une attente forte sur le prix, tous les consommateurs ne consomment pas de la même façon. Donc l'idée, c'est de pouvoir justement apporter une offre large qui réponde à toutes les attentes. Et aujourd'hui, et c'est ce qui permet aussi, si à un moment donné, les consommateurs vont un petit peu plus aller sur le prix, on a une offre. On a cette offre-là, et quand si demain ils ont à nouveau le porte-monnaie qui leur permet, ou de temps en temps, d'acheter du label rouge, eh bien, on répondra aussi à leurs besoins. Voilà. Et puis, pour finir, on investit aussi beaucoup sur cette démarche plein air, parce que valoriser aussi notre métier, notre travail, communiquer dessus, mais c'est aussi renvoyer une bonne image des entreprises, une bonne image des produits. Et pendant longtemps, on a aussi oublié de communiquer et de valoriser toutes ces bonnes pratiques. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, on va passer peut-être, parce que je crois que Colline après Valérie, je pense que je vais te laisser la main. Question en webinaire. Colline, effectivement, bonjour. Je vais vous passer la main, si vous voulez bien, sur votre PC, ouvrir votre présentation et puis nous la partager. Voilà. Si vous pouvez également, Colline, activer votre son et votre caméra. Allô, vous m'entendez? Oui, bonjour Colline. Donc, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à mettre en plein écran votre présentation. On vous voit. Voilà, parfait. Super, on vous entend bien. Merci à vous. Génial. Du coup, moi, je ne vous vois pas. Donc, alors, attendez, parce que là, on n'a plus votre présentation. Comment? C'est plus votre présentation qui est affichée. Voilà, maintenant, oui, c'est revenu. Parfait, très bien. Eh bien, enchantée, bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement. Colline Burland, je suis cofondatrice d'OMI, une marque alimentaire régénérative dont je vais vous parler un petit peu plus. Moi, j'ai cofondé OMI il y a 3 ans avec 3 autres cofondateurs, et auparavant, j'avais fait une grande partie de ma vie professionnelle en grande distribution. J'avais bossé pour le groupe Carrefour pendant 4 ans. J'étais directrice d'hypermarché pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai fait du category management pour le groupe Casino au Brésil, où j'avais la responsabilité des 5 anciennes brésiliennes. Et je suis revenue chez Franprix pour la dernière partie de ma carrière dans des grands groupes, en tant que directrice de l'offre chez Franprix. Donc, j'avais plus
pas mal connaître le modèle, on va dire, de la grande distribution et sur sa façon dont elle rentre en relation avec le monde agricole. Et c'est ça qui m'a, moi, poussée à fonder OMI. Pourquoi? Parce que on parlait jamais d'agriculture au sein de ces grands groupes de distribution. Et alors que pour moi, en fait, le gros levier d'impact qu'on a avec l'alimentation, ça passe par la façon dont on cultive. Et sur mon chemin, j'ai pu rencontrer le chemin de l'agriculture régénérative ou agroécologie, si on a plusieurs noms, et de me rendre compte que en fait, l'alimentation pouvait être plus de solutions que de problèmes. Et pour moi, aujourd'hui, l'entreprise est un énorme levier d'impact. Et c'est pour ça que j'ai cofondé OMI, parce que je suis convaincue que les entreprises peuvent apporter des solutions. OMI, nous, on est Bicorp depuis le premier jour. On est une entreprise à mission, avec une mission très forte, qui est d'utiliser le levier de l'alimentation pour avoir un impact positif. Donc, je vous en demandé d'intervenir ce matin pour vous en parler un petit peu plus sur ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé. J'entendais un peu les présentations auparavant sur la partie justement d'impact positif, d'évaluation carbone. Voilà, le sujet est prenant et très important aujourd'hui. Et donc, ça pose la question de quels sont les nouveaux modèles qu'on doit inventer. Du coup, je rappellerai quelques chiffres, mais vous devez tous les connaître dans la salle, mais ça fait toujours du bien d'avoir les gros enjeux en tête. Aujourd'hui, l'alimentation, c'est un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre. La production agricole est responsable à 75% de ces gaz à effet de serre. Et d'ici 2050, si on ne change pas la façon dont on cultive, on produit de la façon dont on voit notre agriculture et on cultive nos sols, c'est 70% des sols qui ne sont pas exploitables. Donc, on a quand même un sacré mur qui est devant nous. Il faut en prendre conscience pour pouvoir changer la façon dont on cultive et notamment changer le logiciel des méthodes utilisées. Nous, la façon dont ce qu'on a surtout vu en fait par rapport au tournant dans lequel on est, c'est que on parle de climatarisme et nous on se positionne sur le fait qu'il faut qu'on se devienne tous climatariens. On a beaucoup parlé de flexitarisme, mais qu'est-ce que ça veut dire le flexitarisme? Et en fait derrière le flexitarisme, tous ceux qui parlent de flexitarisme, c'est des enjeux qui sont environnementaux. Donc, c'est des études de Obsoco au-dessus et une étude de McKinsey en dessous. Par exemple, quelques chiffres, mais 22% des Français ont changé en fait leur façon de consommer, notamment par rapport à des raisons environnementales, santé et contre la maltraitance animale. Quand on va sur la nouvelle génération, donc ce qui est génération Z, donc c'est les personnes qui sont nées dans les années 90, à partir des années 90, et eux, c'est plus de la moitié qui a réduit sa consommation de viande. Et avant, on était sur des objectifs santé par rapport à la façon dont pourquoi est-ce qu'on changeait notre alimentation, c'était pour des enjeux santé. Et aujourd'hui, on est prêt à payer plus pour être sûr que ce qu'on consomme n'a pas un impact négatif sur l'environnement. Donc ça, c'est une étude que je vous conseille tous de lire qui a été menée par McKinsey en 2021. Ça s'appelle The Path Forward for Sustainability in European Grocery Retail et qui marque vraiment l'émergence de ces grosses tendances. Pourquoi est-ce que parler de régénératif? Pourquoi est-ce qu'on parle de régénératif? Pourquoi nous, on le met au centre de notre marque et du travail qu'on réalise? C'est aujourd'hui, le bio n'est pas suffisant. C'est-à-dire que le bio, c'est très avancé, mais il faut qu'on vienne rajouter cette brique sur la partie des sols. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui est aujourd'hui ce qui est dans le cahier des charges, qui va plutôt être sur la partie intrant. Et le local n'assure de rien. On n'a pas d'encadrement des pratiques et pas d'encadrement notamment des pratiques sur la partie des sols. Si on résume un peu simplement ce qu'est le régénératif, c'est de se recentrer sur les sols. C'est qu'on part de la santé des sols qui va avoir plein d'externalités positives, qui va être déjà en limitation des émissions de GES, la séquestration de gaz à effet de serre, de CO2, de carbone, mais c'est aussi la recréation de biodiversité qui ne sont pas uniquement des oiseaux, des papillons, des fleurs, mais qui est aussi toute la partie microbiote du sol. Et l'externalité finale très positive sur la partie en fait de santé des sols, c'est l'utilisation d'eau. Parce qu'on va avoir un sol qui va savoir gérer de l'eau. Mais je pense que je prêche des convaincus dans la salle. Ou si c'est pas le cas, en tout cas, je prendrai avec plaisir les questions à la fin de l'intervention. OMI, on est avant tout une marque. Donc nous, une grande partie de notre travail va être sur le marketing, sur comment est-ce qu'on fait passer ces messages-là.
Donc, en fait, on en vient à un moment où on peut plus parler de durabilité, il faut parler de régénération. Donc, c'est comment est-ce qu'on a une marque avec un impact qui n'est pas là pour maintenir, mais qui est là pour régénérer et pour reconstruire. Notre atterrissage, c'est vraiment Food for Climate, donc une marque climat. Et ça, c'est globalement compris par l'ensemble des consommateurs. On a très peu de consommateurs qui se disent contre le climat. Par contre, oui, quand on arrive avec le régénératif, un petit peu plus compliqué à comprendre parce que c'est quelque chose qui est assez technique. Donc, rentrer par le climat permet d'aller parler d'autres sujets et notamment, en fait, de dire, en fait, moi, mon assiette, c'est aussi le reflet de mes convictions pour la protection climatique. Comment est-ce qu'on l'a réalisé? Déjà, il faut comprendre le modèle actuel. Hein. Pourquoi est-ce que l'organisation actuelle de l'agroalimentaire a empêché l'émergence du régénératif? C'est on a, et je peux en parler, je faisais partie de ce monde-là avant, on a l'aval qui est composé des distributeurs et des marques. On est plutôt sur des late adopters sur la partie des distributeurs. Ils vont attendre de voir que, en fait, ça devient quelque chose qui est demandé pour pouvoir en mettre dans les rayons. Pour les marques et les gros groupes agroalimentaires, en fait, c'est des gens qui sont pour quelques-uns déjà engagés. On peut se souvenir de Danone, on peut regarder les dernières déclarations de Nestlé, mais ça va prendre plusieurs années pour se faire. C'est quand même des gros changements. On parle plutôt d'une décennie plutôt que quelques années. Et de la partie amont, c'est déjà en fait du point de vue des agriculteurs, c'est que vu qu'il n'y a pas de valorisation des techniques régénératives, en fait, ça n'a pas incité les agriculteurs à aller se tourner vers ce type d'agriculture. Et du point de vue des fabricants, on est entre le marteau et l'enclume. Il y en a certains qui, je crois, qui sont dans la salle. En fait, souvent, vous recevez des appels d'offres, vous achetez pas mal de vos produits par des grossistes, et donc et aussi d'avoir la compétence interne de parler de régénératif est plus complexe. Ce qu'on a fait, moi, c'était né de mes convictions après 12 ans de grande distribution, c'est que si on ne réconcilie pas l'amont et l'aval, on va quand même toujours avoir deux mondes qui vont aller à des vitesses différentes. Moi, je prends souvent l'image de deux roues qui n'avancent pas du tout les mêmes vitesses. On va avoir un consommateur qui va regarder Élise Lucet ou la dernière émission sur la 6, etc., qui va lui parler d'un risque ou d'une consommation différente, qui va changer dès le lendemain sa consommation. Mais pour le monde agricole, déjà, il ne va pas avoir l'information tout de suite. Et en plus, en fait, c'est un changement beaucoup plus long. Donc, on a ces deux roues qui avancent à des vitesses qui sont complètement différentes. Et aujourd'hui, le pignon, c'est de la distribution. Et la distribution a du mal à pouvoir en fait adapter ces deux vitesses parce que il y a toute une partie d'expertise qui est à construire. Et c'est ce qu'on a fait. On a monté une équipe qui est experte. C'est un tiers des effectifs d'OMI. Nous, on a un peu plus de 37 aujourd'hui. C'est des ingénieurs agronomes. Pourquoi? Parce qu'on a construit une expertise agricole pour en fait identifier les bonnes techniques, identifier les bonnes filières, construire tout ce qu'on appelle en fait des roadmaps de progrès avec les agriculteurs avec qui on est partenaire et la valorisation de ce qu'ils font. Et du côté fabricant, ça a été vraiment de la co-conception, c'est-à-dire nous on arrive avec des sourcings ou soit partant des leurs et de se dire comment est-ce qu'on peut faire avancer les pratiques de leur sourcing et d'aller faire de la co-conception à la fois sur la recette, à la fois sur l'emballage, mais à la fois sur le pricing. On a de l'innovation pricing aussi à réaliser. Et nous, en un an, on a sorti 100 produits. Aujourd'hui, on a 230 produits, on a 76 filières ingrédients et on a eu vraiment la première marque régénérative et on est pionnier. On a été très rapide avec très peu de moyens parce qu'en fait, on s'est surtout appuyé sur le monde de l'agroalimentaire et sur le monde agricole. C'est-à-dire, en fait, mais comment est-ce qu'on construit ensemble quelque chose dont on est fier et où on se dit qu'on a un impact positif par rapport à ce qu'on fait. Voilà, rapidement, c'est que c'est 240 agriculteurs. On compte comme une coopérative. On n'a pas mis tous les agriculteurs rattachés aux coopératives. Voilà, la transition, elle est multiple, elle est variée et nous, on offre la valorisation justement de ces différents chemins. On reverse 1% de notre chiffre d'affaires dans des fonds de développement qu'on adosse à des contrats filières qu'on est en train de signer pour venir travailler sur les vrais enjeux et les vrais roadmaps qu'on s'est dessinés ensemble. Si je peux vous donner un peu un exemple sur les outils d'accompagnement, nous, on a le diagnostic qu'on fait sur lequel on travaille avec l'indice de régénération qui est pour une agriculture du vivant, pardon. On a un accompagnement technique et de mise en relation avec un réseau et la mise à disposition du fonds d'accompagnement. Pour que ça soit un petit peu plus atterri, moi, je vais vous prendre un exemple, celui de la ferme de Partio, qui est tout un groupe d'agriculteurs avec qui on travaille sur la partie lentilles légumineuses.
Et on a travaillé un premier diagnostic initial en avril 2022, où il y a eu le Femmes de Fer a eu une note de 53 sur 100, qui est une très bonne note déjà. On a travaillé à la feuille de route en août 2022 sur 3 leviers, sur lesquels nous, on est venu financer 5 000 € en année 1. Et l'objectif, c'est qu'en novembre 2023, on puisse refaire l'indice de régénération et qu'on atteigne l'objectif de 65 points sur 100. Et là, les retours qu'on a eus de Julien Partiot, qui est donc qui a récupéré toute la gestion en fait de la ferme de Partiot, qui est un groupe d'agriculteurs, hein, c'est pas juste une seule personne. Et je vous la lis parce que c'est vraiment ça qu'on cherche à avoir. Et nous, c'est ce qui nous mobilise aussi au quotidien pour l'ensemble des équipes. Omi nous permet de sortir de notre système, d'avoir un regard extérieur et de pouvoir le faire évoluer vers une agriculture plus verte, ce qui, je pense, est l'avenir. Et c'est vraiment ces changements de comportement que l'on cherche à générer, nous, en offrant aussi des débouchés et en l'expliquant au client final. On a Thomas Leprinche, mais on est un peu court en temps, donc je vais passer un petit peu plus vite. Ce qu'on a fait, Omi, nous, donc ces produits-là, on a créé notre propre réseau de distribution à travers notre application et notre site, et s'occuper nous-mêmes de la partie distribution qu'on a externalisée depuis cet été. Mais c'est quoi en fait l'idée? C'est d'arriver sur une totale transparence et de montrer qu'on peut parler de tout, même du prix. Donc vous voyez le qui gagne quoi, donc la répartition en fait des grandes masses sur la partie de la marge, sur la partie aussi de à qui revient quelle partie du prix. Donc on parle de construction de prix, une traçabilité complète avec les pourcentages d'ingrédients, une carte, les origines précises. Mais également toute la partie impact environnemental et de pouvoir parler simplement. Nous, on a travaillé, on avait testé l'éco-score, mais en fait, on ne s'y connaissait pas parce que ça venait nous moyenniser, ça ne mettait pas en valeur le travail qu'on avait pu faire. Et on a commencé à travailler avec le Planet Score dans différents groupes de travail et de pouvoir leur donner l'intégralité des informations, ce qu'on avait sur nos filières. Et on a pu en fait atterrir l'ensemble de nos produits avec la partie Planet Score et qui, en fait, constitue aussi un outil qui donne une direction. C'est-à-dire que vraiment, on arrive aussi à être sur de l'amélioration, à donner des vraies orientations avec des vrais groupes d'expertise. Donc voilà, je vous invite à télécharger l'application Omi pour regarder ce qu'on a fait, regarder un peu l'expérience qu'on a fait, où on a beaucoup de choses encore à faire. Mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment notre ligne directrice, cette partie transparence radicale et de pouvoir en fait avoir un dialogue beaucoup plus sincère avec nos clients. Le nouveau standard dont on parle, c'est le fait d'être moins émetteur en termes de CO2 sur une analyse de Scope 3 qu'on a fait sur l'intégralité en fait de notre gamme. Aujourd'hui, on est à moins 50% d'émissions par rapport au standard quand on prend la moyenne en fait de l'industrie agroalimentaire en 2022. Donc voilà, ça donne des gros chiffres. On a besoin de ces éléments-là. On sait qu'il faut aller beaucoup plus loin dans le détail. Et surtout, on fait très attention à la partie carbone parce que carbone, c'est une chose, mais il faut prendre toute la partie des limites planétaires. Et c'est pour ça qu'on se reconnaît beaucoup dans la partie Planet Score, parce que le Planet Score est un score qui est composé de deux choses, la partie carbone, mais également toute la partie des limites planétaires. Parce que il n'y a pas que le carbone dans la vie, et on se rend compte justement dans l'alimentation que c'est loin d'être le seul enjeu. Bon, en 18 mois, parce qu'on a, je vais le mettre à jour, mais on a 20 mois, mais donc vous voyez Chef Thierry Marx qui a investi chez nous et qui on développe des produits. On a généré beaucoup de retombées médias. Nous, on a plus de 2000 notes sur notre application, sur nos produits. En moyenne, les notes de nos produits sont de 4,6 sur 5, parce qu'on travaille énormément sur le goût. On ne va pas convaincre nos consommateurs de changer si, en fait, le goût n'est pas présent. On parle quand même d'alimentation. Et on a un vrai bel échange avec l'ensemble de notre écosystème et de nos partenaires. Dans lequel vous pouvez voir un petit peu quelques éléments. Et pour finir, en fait, l'atterrissage de tout ce qu'on fait, et la façon dont on fait passer le message, il est assez simple. C'est ce que nous mangeons change le monde. Et je pense qu'il faut simplifier les messages pour le consommateur final pour en fait rassembler autour en fait de ce vrai enjeu qui est l'enjeu climatique. Et ensuite, le consommateur va être dans une position de vouloir en fait aller plus loin, d'aller creuser ce qu'il y a derrière. Et donc là, ce qu'on a voulu chercher, c'est de sortir de cette forêt de labels. Et pour pouvoir en fait raconter aussi une certaine complexité dans l'alimentation, il faut du temps et il faut déjà captiver le consommateur. Et notamment, on l'a fait à travers nous, cet axe-là qui est l'entreprise, un formidable levier de changement. Et notamment dans l'alimentation, vraiment, on a un gros levier d'impact avec sa fourchette. Donc voilà, j'espère que j'ai tenu le timing et on a même quelques minutes, je pense, pour quelques questions si c'est
dans le cadre de la présentation. Merci Colline. Je sais pas, vous avez des questions dans la salle ou en visio, peut-être? Valérie? Oui, alors, je prends juste connaissance des messages qui sont indiqués. Voilà, une question de Claudie Lemeur qui vous remercie, Colline, pour cette présentation et qui demande où sont vendus les produits dont vous parlez. Omi.fr, vous avez le site, où vous avez l'application Omi qui est téléchargeable sur n'importe quel Apple Store, Android Store. Et on livre partout en France. Nous, à 90%, nos clients sont en dehors de Paris. On est basé à Montreuil aujourd'hui, mais on n'est pas du tout une marque parisienne ni bobo. Et on travaille beaucoup sur la partie accessibilité des prix, notamment en fait en enlevant des intermédiaires. Très bien, merci Colline. Une deuxième question d'Éric Philippe, notre président. Merci Eric de l'avoir posée. Belle présentation d'Omi. Une conviction qui s'appuie sur une démarche concrète. Comment évoluent les ventes et les vecteurs de vente sur ce concept? Nous, en fait, là, pour le coup, on est passé de 0 à plus de 120 000 euros de chiffre d'affaires par mois aujourd'hui chez Omi et on est en forte croissance. On a déjà en fait commencé à pas mal développer toute la partie qu'on appelle B2C, donc en direct nos consommateurs. Et là, on est en train de déployer toute la partie distribution à travers des réseaux de distribution qui sont spécialisés. On ouvre les premiers concepts chez Decathlon où l'alimentation devient en fait un gros levier de focus et de croissance également chez Decathlon. Et on a pas mal d'autres dossiers, mais j'attends de les avoir terminés pour avancer. Mais en fait, nous, c'est la partie distribution, parce que je parlais que les distributeurs étaient plutôt light adopteurs, mais sauf que là, le régénératif est quand même très présent dans beaucoup de bouches, et même nous, on a été au ministère de l'Agriculture il y a peu. Voilà, c'est acté. On va vers le régénératif, on va vers l'agroécologie, donc c'est plus quelque chose de neuf. Et donc, on a beaucoup d'intérêt de la part de la distribution aujourd'hui. Parfait. Merci Colline. On va poursuivre Colline. alors après. Une petite question, allez-y. Oui, dans l'exposé, vous avez fait référence à la qualité des sols, par exemple, qualité microbiologique des sols. Est-ce que ça veut dire que vous aviez un regard particulier sur les précurseurs français qu'a été le LAMS, Lydia et Claude Bourguignon? Bon, c'est un peu les poumons, si vous regardez ce qu'a fait pour une agriculture du vivant, etc. C'est aussi beaucoup, c'est des gens qui ont contribué à toute la partie recherche, sur la partie de la santé des sols et pouvoir te dire quels sont les bons indicateurs, quelles sont les bonnes méthodes. Donc, en particulier, ce travail-là, je pense, fait partie de l'ensemble en fait, des bases qui ont permis l'atterrissage de l'indice de régénération, mais aussi on regarde pas mal d'autres indices et d'autres groupes de travail également. Merci, merci beaucoup. Valérie, tu redonnes la main pour vous présenter? Bien sûr. Merci Colline. Merci. Merci, oui. C'est bon. Et donc, je vais laisser la parole à Flore. Bonjour à tous et merci de votre écoute. Donc, une petite présentation rapide, Flore Millet du Centre Culinaire Conseil. Donc, le Centre Culinaire Conseil, c'est une structure de conseil qui accompagne les entreprises agroalimentaires dans leur process d'innovation avec des méthodologies de compréhension des usages et de culinarité. Donc, on va vous présenter, Yoann et moi, un dossier qu'on porte au Centre Culinaire et qui est dans le cadre de notre partenariat avec la filière Terre de Source, que je vais vous expliquer un petit peu, et qui fait, je pense, un bon résumé de toutes les interventions qu'on a eues dans la matinée et qui va essayer de vous apporter un éclairage sur justement cette quête de prix, quête de sens, que nous, on appelle une réconciliation nécessaire entre le consommateur et le citoyen. Yoann, je te laisse te présenter. Okay. Bonjour à toutes et à tous. Yoann Loéac, je suis enseignant-chercheur à l'École de commerce de Rennes, Rennes School of Business. Je suis économiste et spécialisé dans les comportements de consommation alimentaire. Par ailleurs, je suis expert auprès de l'ANSES.
et au centre culinaire. Donc, on a des expertises internes, mais on fait aussi beaucoup appel à des expertises externes. Et donc, UN fait partie de ces experts externes auxquels on fait appel pour mettre en place nos études. Ça marche pas. Ah si, là. OK. Donc, comme je vous l'ai évoqué en introduction, le Centre culinaire est partenaire du projet Terre de Source. Donc, Terre de Source, peut-être que vous ne connaissez pas. C'est un projet très local puisqu'il concerne le Rennes Métropole et notamment les bassins versants de Rennes Métropole. C'est un projet TIGA, donc territoire d'innovation de grande ambition, qui a été labellisé en 2018 et qui vise à engager les agriculteurs qui sont situés sur les bassins versants rennais à modifier leurs pratiques agricoles pour diminuer leur impact sur l'eau, sur l'air et sur les sols pour finalement améliorer la qualité de l'eau au niveau de la consommation au robinet des Rennais. Donc, vaste projet avec, vous le voyez, des incitations nécessaires au niveau de la production et un bénéfice individuel au niveau du consommateur qui n'est pas forcément perceptible par le consommateur. C'est un projet qui vise à labelliser des produits qui sont issus de ces démarches. Donc, nous, au niveau du centre culinaire, on est partenaire de ce projet-là et donc on accompagne à plusieurs niveaux. Et le niveau que je vais vous déployer et qu'on va vous présenter concerne surtout l'accompagnement à la valorisation et à trouver cette valeur ajoutée perçue du consommateur pour générer l'acte d'achat et donc tirer la filière et engager les producteurs. Un petit rappel que vous avez tous en tête, et qui est évidemment très simplifié pour une raison simple, c'est que nous on s'adresse aux deux extrémités de cette chaîne de valeur. Donc une filière va du producteur au consommateur en passant par tout un tas d'intermédiaires, peu ou plus, mais en tout cas il y a des intermédiaires. Et l'objectif, nous, de ce projet Terre de Source et de nos travaux que nous menons et que nous déployons aussi sur d'autres typologies de filières, c'est d'aller comprendre et de générer le consentement à payer du consommateur pour évidemment trouver de la valeur et cette valeur de la renvoyer au producteur qui aura une raison supplémentaire de s'engager dans ce type de filière. Parce que il y a réellement un double enjeu. On en a parlé tout à l'heure, cette quête de sens. Cette quête de sens, elle génère des efforts en amont de la production. Et ces efforts, pour pouvoir être vertueux et pour pouvoir être durables, ils doivent être rémunérés, ils doivent être accompagnés. Et en fait, cet accompagnement, souvent, il réside dans la création de valeur et donc le prix un peu supérieur du produit pour le consommateur. Sauf que le consommateur, il est pluriel. On parle souvent de dissonance cognitive. Dans des études, on voit des intentions d'achat. Dans la réalité des achats, on voit des divergences entre ce que le consommateur déclare vouloir acheter et ce qu'il achète réellement. Ça s'explique. Hein, chaque individu est pluriel, comme je vous le disais. Il a à la fois une posture, un statut de citoyen avec des aspirations, avec des envies, avec des valeurs, des convictions, une éthique, une croissance et avec toute une évolution culturelle. Le consommateur, lui, de son côté, il a une nécessaire rationalisation et cette rationalisation, elle se fait par l'acte d'achat, mais par le moment, par le pouvoir d'achat, par le moment de son acte d'achat, par un contexte qui est donné aussi par cet achat, à quoi il va servir. Il a des croyances qui sont fondées ou infondées, mais n'empêche qu'il a, une image projetée de ce qu'il va acheter, qui n'est pas forcément la réalité et qui est variable en fonction de son contexte d'achat et de ses envies, de ses habitudes et de tout ce qui peut venir modifier ce contexte. Notre objectif, et on développe des méthodologies pour ça, donc aujourd'hui on ne prétend pas pouvoir mesurer ce delta, mais on espère pouvoir arriver à comprendre en tout cas comment se construit ce delta entre les aspirations du citoyen et la rationalisation du consommateur et trouver les clés de compréhension qui vont nous permettre demain de positionner un produit qui va générer la valeur et qui va faire appel à finalement cet état citoyen-consommateur et générer le consentement à payer.
Donc, pour appréhender ces questionnements, on a déployé ou on déploie des méthodologies de design thinking et qu'on applique au service des filières. Et ces méthodologies du design thinking, elles sont riches, elles sont denses et elles peuvent faire appel elles-mêmes à plusieurs méthodologies à chacune de leurs étapes. Donc, je vais vous détailler ce chemin de pensée, mais classiquement, le design thinking, c'est d'abord s'informer, s'inspirer, ensuite explorer, expérimenter et mettre chacun des acteurs autour de la table pour pouvoir avoir une vision 360 de toutes les contraintes et de toutes les projections. Ensuite, on contraint avec une réalité de marché, avec des réalités d'usage, avec des réalités de contraintes au niveau de la production, par exemple. Ensuite, on développe des prototypes qu'on va tester, qu'on va améliorer pour ensuite les déployer et apporter la juste communication sur ces produits pour qu'ils trouvent leur marché. Donc, au niveau du projet Terre de Source, on est en cours de déploiement de cette méthodologie. On a fait les premières étapes que je vais vous détailler par la suite. Donc, les premières étapes, s'inspirer, s'informer. Donc, classiquement, on le fait avec évidemment des études de marché, des études de l'existant, de la veille, du benchmark, pour comprendre les vecteurs de communication. Mais toutes ces études de marché, de notre point de vue, elles nous donnent une photographie de ce qui existe sur le marché, mais elles ne nous donnent pas forcément une vue sur les performances du produit et sur est-ce que le produit finalement plaît au consommateur, ne plaît pas au consommateur, pourquoi il l'achète et pour quel usage. Et donc, pour comprendre un peu plus en profondeur ces éléments-là, on mène des études qualitatives et on a choisi pour le projet Terre de Source de les mener au niveau de tous les maillons de cette chaîne de valeur. Donc, on s'est appuyé pour le premier développement de la filière Terre de Source sur la filière blé, farine, pain. Et sur la filière blé, farine, pain au niveau d'un développement auprès des meuneries artisanales et de la boulangerie artisanale et d'un développement de farine 1 kg auprès plutôt de magasins spécialisés. Donc déjà un contexte de vente qui est particulier. Pour mener ces études, on a réalisé des interviews de producteurs, on a réalisé des interviews de transformateurs, donc que ce soit des meuniers mais aussi des boulangers, et on a mené des focus group évidemment pour comprendre le consommateur. Notre objectif à ce niveau-là, c'était de comprendre les moteurs d'achat en boulangerie, et particulièrement en boulangerie artisanale. Comprendre aussi les projections du consommateur. Quand il rentre dans sa boulangerie, qu'est-ce qu'il se dit, qu'est-ce qu'il connaît d'une filière, à quoi il s'attend et comment finalement il fait son choix pour acheter sa baguette de pain. Et ensuite, notre objectif fort, c'était aussi de comprendre les engagements des acteurs de l'amont, donc les producteurs, les meuniers, les boulangers, pour finalement, dans notre objectif final, déployer une communication qui soit fédératrice, qui rassemble tous les acteurs de la filière. Et finalement, ces études de terrain au niveau de l'amont nous ont permis aussi de comprendre les moteurs d'engagement des producteurs dans ces filières et de se rendre compte que les moteurs d'engagement des producteurs dans ces filières-là, ils ne résidaient pas uniquement dans la valeur pécuniaire qu'on allait leur apporter, mais qu'ils étaient très liés à la construction d'une filière et que finalement, il y avait peut-être des choses à mettre en place pour engager les différents acteurs à rentrer dans des démarches avec des cahiers des charges contraignants qui sont certes un peu rémunérateurs, mais qui apportent bien plus qu'une rémunération à la tonne d'un produit. Finalement, ces interviews, ces enquêtes qualitatives et associées à ces études de marché nous ont permis de définir un territoire d'innovation avec un cahier des charges associé à ces innovations. C'est-à-dire que les consommateurs se sont aussi exprimés sur, voilà, moi le produit, je veux aussi qu'il ressemble à ça, mais s'il ressemble à ça, je veux qu'on me garantisse que finalement les efforts qui sont faits en amont, ils sont réels, ils sont portés par un cahier des charges avec une double obligation de moyens de résultats et que tous ces maillons-là, ils sont vérifiés. Donc ça nous a aussi permis d'accompagner à la construction des cahiers des charges au niveau de la production, mais sur le juste effort à fournir pour pouvoir répondre aux attentes du consommateur ou en tout cas à son attribution de valeur au niveau du produit. Ensuite, avec tous ces éléments, on fait des ateliers créatifs. Ces ateliers créatifs, ils nous permettent de fédérer autour de la table différents piliers ou différents maillons finalement de la chaîne. Mais en tout cas, on souhaite pendant ces ateliers créatifs réunir
dans la même salle, autour d'un même projet et autour d'une même ambition, des acteurs qui interviennent à différents maillons de la chaîne et qui sont différemment impactés par leur engagement dans le projet. Et ça nous permet d'avoir cette vision 360 des contraintes à tous les niveaux de la chaîne. Là, on parle des contraintes d'un producteur, des contraintes d'un meunier, des contraintes d'un boulanger. Et en fait, chacun se parle, chacun comprend. Et de ces contraintes naissent la créativité. Et ensuite, une fois qu'on a pu explorer avec eux leur métier, leur projection d'innovation, on apporte les données de marché, les données de consommateurs qu'on aura obtenues dans les phases amont. Et ça nous permet d'aller assurer, peut-être pas à 100%, mais en tout cas d'orienter les innovations dans le bon sens en ayant tenté de prendre en compte, en tout cas, tout ce qui pourrait faire évoluer l'innovation ou en tout cas contraindre l'innovation. Donc là, à ce stade-là, on élabore des concepts nouveaux qui sont en phase avec les cahiers des charges, mais aussi avec les contraintes qu'on a pu évoquer en amont. Aujourd'hui, on en est là dans le projet et je vais vous montrer en toute dernière diapositive ce que ça a donné, puisque là, on est sur une innovation de communication, la filière est montée et notre objectif, c'était bien d'aller trouver comment faire émerger cette filière auprès du consommateur et accompagner en communication les premiers produits qui sortiraient sur le marché. Donc, on en est à ce niveau-là et je vous montrerai ce qu'on a pu sortir en vous expliquant le pourquoi on a choisi cette communication-là. Mais on a des prochaines étapes qui sont en train de se designer et pour lesquelles justement Yuen va nous accompagner parce qu'en fait, on doit aussi comprendre cet engagement citoyen et comment cet engagement citoyen va être générateur de consentement à payer. On l'a vu, cette quête de sens, elle nous pousse à innover sur des thématiques des attributs environnementaux, des attributs sociétaux, des attributs de durabilité, mais à quel point ces attributs sont générateurs de valeur. Et finalement, notre grande question, c'est est-ce que communiquer sur l'environnement, sur les bonnes pratiques de nos producteurs, ça va générer un consentement à payer supérieur pour le consommateur ou est-ce que c'est un dû pour lui? Est-ce que porter un logo terre de source, ça implique nécessairement qu'on prend soin de tout un tas de choses et du coup, finalement, on l'achète parce qu'on a la garantie que ça respecte ses cahiers des charges, mais pour autant, on ne l'achètera pas 10 centimes de plus. Parce que ces attributs-là, est-ce que oui ou non, ils sont générateurs de valeur? Et notre objectif, c'est aussi de comprendre, oui, ils sont générateurs de valeur, mais à quelles conditions? Et finalement, comment ils se hiérarchisent? Comment ils se renforcent avec éventuellement des promesses santé, avec éventuellement des promesses de juste rémunération des producteurs. Donc voilà, vraiment comprendre l'articulation de toutes ces mentions entre elles et finalement de déployer derrière une communication qui permettra aux consommateurs d'être clairs sur ce qu'on veut porter, d'être fédératrice pour tous les acteurs et que chacun s'y retrouve, mais aussi finalement de générer ce plus 10 centimes à l'achat du produit pour que la filière se rémunère au niveau de la production. Et donc, pour ça, on fait appel à des experts qui nous accompagnent sur des méthodologies quantitatives en d'économie expérimentale. Et notre objectif, c'est de placer le consommateur en situation de compromis pour aller justement tester ce delta consommateur-citoyen et d'identifier comment il se construit pour pouvoir nous adresser à la bonne cible. Et in fine, de définir ces attributs qui sont générateurs de valeur, définir à qui on doit s'adresser, comment et à quel prix. Vaste challenge. Merci beaucoup, Flore. Je vais, pour vous donner le cadre de notre contribution, la question est justement d'essayer d'évaluer la valeur attribuée au service rendu à travers le projet, avec cette potentielle dichotomie entre un citoyen qui validerait le projet et un consommateur qui est content, mais qui trouve pas forcément un intérêt à payer plus cher.
comme ce projet s'intègre complètement dans les démarches de soutenabilité, la question plus générale est de comment inciter les consommateurs à se tourner vers des produits ou des pratiques qui incluent des caractéristiques de soutenabilité. Ça a été évoqué à maintes reprises dans les exemples précédents. Bien sûr, inciter les consommateurs nécessite une connaissance relative à la valeur qu'ils attribuent aux caractéristiques d'un produit. Là, je vais plaider pour l'étude approfondie des comportements des consommateurs. Mais ensuite, les informer nécessite aussi une connaissance relative à la valeur attribuée aux informations données et à l'impact de ces informations-là. Donc, les produits ont des caractéristiques et ensuite, sur ces caractéristiques, on peut apposer des informations. Et laquelle information est la plus pertinente au vu de la cible qu'on aurait. Avec un problème majeur, c'est que la soutenabilité est une caractéristique invisible dans un produit. Par exemple, par rapport à la teneur en sel ou la teneur en gras qu'on pourrait mesurer enfin en tout cas le consommateur pourrait évaluer rapidement. Donc cette soutenabilité, elle n'a pas de goût ni de conséquences directement observables par l'utilisateur. Et donc pour le consommateur, la soutenabilité est une information qui fournit de la confiance et de la valeur, mais dont il n'est pas capable de mesurer la pertinence directe. Alors la question, c'est est-ce que les consommateurs attribuent de la valeur à la soutenabilité dans l'alimentation, sachant que cette soutenabilité, elle couvre un grand nombre de contextes, qui inclut notamment la santé, qui est un des autres éléments importants dans l'alimentation, qu'on met souvent en parallèle, nutrition versus impact environnemental. Mais cette soutenabilité, elle intègre la santé, l'environnement et la dimension sociale. Et connaît un très grand nombre de dimensions. Éléments nutritionnels, l'emballage, les droits sociaux, la pollution, le bien-être animal, les pratiques agricoles, le processus nécessaire, tout ça. Je repense au pack Bigard. Il y avait énormément d'informations sur ce tout petit facing, mais c'est logique par rapport à ce qu'il y a à toutes les démarches, mais on retrouve énormément d'informations. Et donc, finalement, la question, c'est quelles sont les valeurs attribuées aux différentes dimensions de la soutenabilité. Et si finalement il n'y en a qu'une qui m'intéresse, derrière, est-ce que je n'ai pas juste à faire figurer, enfin, une qui intéresse le consommateur, est-ce que je fais pas figurer que celle-là? Et quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui motive les individus à attribuer ces valeurs? Sachant que quand globalement, le citoyen a une vision plutôt altruiste, en tout cas on espère, et le consommateur plutôt une vision égoïste, et on va le retrouver dans les objectifs santé et objectifs soutenabilité, question de santé, question de soutenabilité. Le consommateur est intéressé par sa santé, et éventuellement celle de ses proches, désolé, accident professionnel, de ses proches, et dans une version relativement égoïste, alors que la question environnementale renvoie à une dimension altruiste, puisqu'en fait, je ne veux pas être touché directement par ça, mais à travers tout un tas d'autres... Enfin, ça va être les autres, voire des autres beaucoup plus tard. Alors, très vieille conférence valoriale, mais ce schéma m'avait énormément marqué, moi qui viens du consommateur, avec ces deux points de vue de la valeur. J'en ai rajouté un troisième petit bonhomme à côté. Mais entre la valeur du producteur, qui est une démarche industrielle, je la résume comme ça, et puis la valeur donc qui passe à travers un revenu, un chiffre d'affaires, une marge, etc. Éventuellement une rémunération des investisseurs, des propriétaires. Et puis une valeur du consommateur qui, elle, passe par ce consentement à payer, attribué à tout un tas de caractéristiques qui n'ont globalement rien à voir avec ce qui fait le revenu de l'entreprise. Et donc l'objectif du producteur, c'est d'avoir une valeur industrielle qui doit déboucher sur une proposition attractive pour le consommateur. Je suis économiste, si le prix de l'offre est supérieur à ce que sont prêts à payer les gens, il n'y a pas de marché, donc il n'y a pas de vente, donc pas d'entreprise. Et puis à côté, parce que le consommateur, enfin dans l'humain, il y a embarqué un consommateur et un citoyen. Et juste pour rappel, le citoyen, il n'a pas de consentement à payer, mais il a un vote. Alors dans la sphère privée, ça peut passer par
du boycott, éventuellement des contributions volontaires. Puis dans la sphère publique, ça passe par un vote pour des représentants qui eux-mêmes ont une action publique et éventuellement qui financent des projets environnementaux. Alors, en temps, je suis 4-5 minutes. Je passe sur la méthode. Voilà, globalement, la question directe ou indirecte qui est posée à travers les études qu'on peut mener en consentement à payer dans le cadre de l'économie expérimentale consiste à demander combien êtes-vous prêt à payer au maximum pour un produit dans des situations où les consommateurs, les participants aux enquêtes sont impliqués dans leurs décisions. Il y a des centaines d'études scientifiques qui utilisent ces méthodes pour les produits alimentaires. Alors, quelques exemples, juste ici, un cas pour 3 produits dans lesquels on intègre ou pas des farines issues d'insectes. Je ne passe pas sur les intérêts, ajout de protéines, etc., impact environnemental plus faible. Ici, dans les pâtes, des cookies, des barres chocolatées, on est en Italie. Explique peut-être pourquoi ça n'a pas d'effet sur les pâtes. Les gens sont prêts à payer plus cher pour des cookies avec des insectes, farines d'insectes, des barres chocolatées avec des farines d'insectes, moins cher, autant pour moi. Il n'y a pas de par rapport à un produit conventionnel et il n'y a pas d'impact pour les pâtes. Donc globalement, ça ne les intéresse pas trop. Je veux bien des insectes, mais je veux que ce soit moins cher. Si on les informe, alors ils ont fait 2 groupes, Lombardie et al. Un groupe qui recevait une information de bénéfices individuels, plutôt orienté santé, et un groupe qui recevait une information complémentaire, plutôt orienté environnement, sur des phénomènes collectifs. Et les impacts sont une valorisation des produits avec insectes par rapport aux autres, par rapport à la phase sans information, mais beaucoup plus fort l'impact personnel, santé, que chez le groupe qui avait reçu une information sur les impacts collectifs. Moi, je vais passer celui-là. Sur un travail en cours, qui est en finalisation, conduit d'ailleurs dans le cadre d'un projet avec Valorial, on avait proposé des tranchés végétaux à des consommateurs en substitution de leur jambon ou de leur tranchée volaille habituelle. Donc, ils dégustaient le produit une première semaine et puis à la fin de cette semaine, alors en conditions naturelles, c'est-à-dire chez eux, à domicile, dans l'usage qu'ils voulaient, tout ça a été contrôlé par photographie, etc. Et on leur posait la question pour la 2e semaine, est-ce que vous voulez conserver ce produit de protéines végétales ou est-ce que vous voulez retourner vers votre produit habituel? Et on a 38% des gens qui gardent le produit végétal. C'est pas ça qui nous intéresse ici. On a demandé à ceux qui voulaient revenir vers leur produit habituel, qu'est-ce qui leur ferait finalement garder le produit végétal pour la 2e semaine. Et parmi les arguments, alors bien sûr, si le produit végétal est moins cher, ok. Notamment s'il est beaucoup moins cher, c'est la colonne verte la plus haute. Si les ingrédients viennent de France, ça fait basculer 40% des gens. Si les ingrédients sont sans OGM, ça fait basculer 37%. Si tous les ingrédients sont d'origine de l'agriculture biologique, un peu plus de 40%, je vous rassure, ce n'est pas possible dans cette filière-là. Si j'améliore mon score environnemental, alors on avait dit EcoScore, Planet Score, peu importe ici, en fait, on est juste sur un changement de rang dans le classement. Ça fait basculer 35% des gens. Et par ailleurs, il y a aussi une amélioration sur le rang du Nutri-Score. Donc les gens sont sensibles à ce type d'information pour un certain nombre de produits. Alors, les conclusions ou les éléments à retenir, c'est que la soutenabilité, beaucoup d'études là-dessus, est un caractère invisible. Les consommateurs ont besoin d'une information à ce sujet pour attribuer une valeur justement à cette caractéristique.
Mais il ressort globalement que les informations santé, donc qui renvoient à notre égoïsme, ont un impact plus fort que les informations environnementales. Là, j'ai juste donné 2 exemples. Il y a des dizaines d'études qui regroupent ces éléments-là. Les informations complexes sont peu ou pas valorisées. Donc, ça ne sert à rien d'écrire une encyclopédie sur le PAC. Vaut mieux choisir la plus pertinente. Les labels environnementaux, on le sait, hein, par ailleurs, réduisent l'impact environnemental, par exemple résumé en gaz à effet de serre dans la consommation des ménages. Un bémol, les effets de ces informations environnementales, elles semblent plus complexes en termes de comportement du consommateur que ce qu'on a pu observer avec l'information nutritionnelle. L'information nutritionnelle, entre guillemets, faire taper, relativement simple par rapport à tout ce qu'embarque une information environnementale. Donc après, je plaide ma cause. Ça nécessite des études complémentaires pour identifier les messages les plus appropriés en fonction des populations cibles. Et c'est, in fine, ce qu'on va faire dans le cadre du projet avec le Centre culinaire conseil et Terre de Source. Je te laisse terminer. Merci, Yoann. En fait, donc vous l'avez compris, on a toute une phase qu'on va déployer en 2023 sur justement cette économie expérimentale pour aller comprendre, hiérarchiser, chiffrer, quantifier le comment il faut parler à nos consommateurs pour leur faire comprendre cette filière qu'on est en train de monter et pour générer chez eux l'envie d'acheter. Et donc, il y aura la phase de déploiement ensuite où on va déployer cette communication. Et comme je le dis là, bien communiquer auprès de la bonne cible, au bon prix, avec le bon marketing et qui correspond en plus à l'ensemble des acteurs de la filière, bien c'est le Graal qu'on va essayer d'obtenir. Pour l'instant, je pense qu'on se pose tous cette question dans cette période d'inflation, dans cette complexité d'un consommateur qui est en pleine évolution, finalement, qu'est-ce qui va ressortir, comment on va pouvoir avancer avec lui pour l'emmener vers des filières vertueuses qui nécessitent des efforts en amont. Je vous le disais tout à l'heure, on est en phase de prototypage. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'a donné nos premières études terrain au niveau de la communication. Donc, vous avez un pack de baguettes à plat et des produits farine. Juste pour vous expliquer le pourquoi. Alors, vous le voyez, aujourd'hui, on est sur une communication pédagogique qui est à l'état de prototype et qui ne prétend pas aller générer un consentement à payer. Mais pourquoi on a déployé cette communication? Parce qu'on s'est rendu compte quand on a réalisé nos focus group que le consommateur, quand il rentre dans une boulangerie, il s'en remet complètement à son boulanger. Et il ne se pose aucune question de ce qui se passe derrière le comptoir. Donc même le fournil, le moulin et le producteur, c'est complètement occulté de sa vision de consommateur. Et en fait, ça nous montre qu'il y a besoin de personnifier une qualité. Et souvent, les labels, ils viennent apporter ce gage de confiance finalement et cette personnification de la qualité. Toujours est-il que notre consommateur, il rentre dans une boulangerie, il doit acheter un produit Terre de Source et on lui dit la baguette que tu vas acheter là, elle va contribuer à ce que l'eau de ton robinet, elle soit de meilleure qualité. Alors notre consommateur qui n'a aucune vision de ce qu'est un moulin et qui ne se figure pas que derrière, il y a des producteurs de blé qui doivent mener des efforts. Enfin, évidemment, si on tire un peu les ficelles, il y arrive, mais spontanément, en rentrant dans sa boulangerie, il est loin de tout ça. Donc, on s'est dit que peut-être il fallait faire une communication pédagogique parce que ça tenait aussi à cœur des acteurs de la filière de dire, moi, je m'engage, en fait. Je m'engage au niveau de mon investissement personnel parce que j'utilise moins de produits phyto, du coup, j'ai un travail avec plus de labeur. Je m'engage aussi au niveau de ma philosophie, de mes emblavements. Le meunier, il s'engage à acheter sur des contrats long terme avec un prix supérieur. Enfin, voilà. Donc, les acteurs ont à cœur de montrer cet engagement-là. Donc effectivement, on a abouti à une communication pédagogique qui se veut retracer toutes les étapes d'une filière, du champ jusqu'à la baguette de pain, et sur un paquet blanc, parce qu'aujourd'hui, les consommateurs nous expliquent bien, moi quand je sors de ma boulangerie, le sachet de pain, il est très utile pour ne pas que je mette de la farine partout dans ma voiture ou sur moi, mais pour autant, je ne sais pas ce qui est écrit dessus. Donc il y a
y a très peu de consommateurs qui remarquent le sachet de pain, ou en tout cas qui impriment ce qui est écrit. Donc, on a voulu faire quelque chose qui sortait un petit peu, qui interpelle et qui nécessite un petit peu de temps pour être lu, pour être compris. Et aujourd'hui, on est à nouveau reparti en enquête terrain pour comprendre comment ça fonctionne, pour voir un petit peu comment améliorer, comment faire évoluer ce paquet, et pour voir si notre message initial était bien passé. Donc, on a sans cesse cette boucle de prototypage, de développement, de tests et d'amélioration. Et ensuite, sur les produits plus farine de blé, farine de blé noir, effectivement, les éléments qui ressortent très fort, c'est cette garantie de l'ultra local, de produits près de chez vous, transformés près de chez vous, distribués près de chez vous. Et donc, c'est ça qu'on a voulu faire ressortir, avec vraiment la localisation des producteurs et évidemment l'explication des engagements des producteurs en d'autres packs. Donc voilà, notre communication un petit peu tranchante par rapport au milieu classique de la boulangerie et de la farine. Je ne sais pas si vous avez connaissance de ces communications, mais voilà, c'est un petit peu différenciant et je tenais à vous apporter l'explication. Voilà, pour nous. Ah oui, merci. Il y avait une dernière. Merci. Et des questions? Pas de questions de mon côté en webinaire. Merci Benoît. Ah, une question. Par rapport à vos focus que vous avez réalisés justement et au vu des prévisions et la continuité de l'inflation en 2023, est-ce que vous avez réussi à déterminer un pourcentage de consentement à payer? Parce qu'on sait qu'il y a 12 millions de personnes aujourd'hui qui sont dans la malnutrition. On attend à peu près 14 millions en 2023. On ne sait pas vraiment vers quelle sauce on va être mangé, hein, si je peux utiliser cette expression, mais c'est de savoir justement, est-ce que vous avez réussi à déterminer le consentement à payer en termes de pourcentage par rapport au prix actuel? On l'approche par le focus, mais le focus, on est vraiment sur des méthodes qualitatives, donc on a du mal à le quantifier. Nos premiers focus, ils ont été faits en 2021 et on en refait là, 2022, justement, enfin même 2021, non, fin 2020. Non, pardon, 2021. Et on en refait là en 2023, début 2023. Et on va pouvoir aussi mesurer l'impact justement crise de matières premières, surtout sur un produit baguette de pain qui est finalement complètement soumis à la hausse des matières premières. On a pu l'approcher, on est aux alentours d'un 10-15% de consentement à payer dans le déclaratif. Et c'est bien ce qu'on compte aller mesurer dans la réalité des achats. Et là, on a fait des observations aux sorties de boulangerie sur les actes d'achat. On n'y est pas, clairement. Et si oui, est-ce que vous avez fait un algorithme pour catégoriser si c'est socio-professionnel, socio-culturel, les revenus, pour savoir à peu près justement avoir toutes les tranches de consommateurs et ce consentement à payer? C'est bien l'objectif via la méthodologie qu'on va déployer là. Moi, j'ai déployé sur d'autres études où on a pu effectivement définir des nouveaux personae qui tranchent un peu avec ce qu'on le disait hein, tout à l'heure, le mass market, la tranche moyenne, elle est en train d'évoluer et justement, elle est en train de se redéfinir. Et je trouve qu'on commence à pouvoir approcher ça. Et de mon point de vue, ça va s'installer là dans les années qui viennent. Mais justement, c'est ce qu'on va essayer de quantifier parce que cette cible-là, la définition de cette cible et comment l'approcher, comment lui parler, elle est clairement indispensable. Merci à tous les deux. Et puis maintenant, on va accueillir Blandine pour le programme, le projet HFES. Bonjour à tous, je suis Blandine Fortin, je suis chargée de mission innovation chez Valorial et je suis notamment chargée de déployer le projet HFES dont vous voyez le kakémono là, qui est un projet européen sur la thématique de l'alimentation saine et qui s'intéresse plus particulièrement à la durabilité et à la compréhension du consommateur. C'est la raison pour laquelle nous organisons cette journée d'aujourd'hui dans le cadre de ce projet. Donc, l'objectif de cette toute petite courte présentation, c'est juste de vous expliquer en 2 slides le projet et puis de vous expliquer quels bénéfices vous pouvez en retirer en tant qu'adhérent. Donc, rapidement, le projet, en fait, il est constitué de 10 partenaires.
dont Valorial est partenaire. Donc, c'est des partenaires, pour 8 d'entre eux qui sont des partenaires un peu comme Valorial, c'est-à-dire des clusters d'entreprises qui réunissent principalement des PME et qui les accompagnent dans l'innovation agroalimentaire en Europe. Et 2 autres des partenaires sur les 10 sont des académiques, donc qui réalisent des travaux de recherche dans le cadre de ce projet. Donc vous voyez une petite carte de l'Europe qui permet de situer l'emplacement des différents partenaires de ce projet. Donc en gros, ce projet dépend d'un programme qui se concentre sur toute la côte atlantique européenne. Donc, c'est-à-dire qu'on a des partenaires en Irlande du Nord, en Irlande, au Pays de Galles. On est les seuls Français. On a des Portugais et des Espagnols dans ce projet. Et donc, ce projet a démarré en 2019 et se termine au premier trimestre 2023. Les objectifs de ce projet, c'est un peu compliqué de vous l'expliquer très rapidement, mais en gros, c'est d'aider les PME à développer des produits alimentaires sains et à être plus compétitifs. Donc, c'est aussi la vocation finalement de Valorial, même si on ne se concentre pas que sur les PME. Mais donc, en mettant en place un écosystème d'innovation européen, comme on l'appelle, pour aider ces entreprises à accéder au savoir, plus facilement aux partenaires et au marché pour suivre leur croissance. Et donc, ce projet, il est focusé sur le concept des 4 hélices que vous voyez à l'écran. Donc, les 4 hélices, c'est les 4 types d'acteurs qui sont importants en fait pour bien innover en alimentation. Donc, les 4 hélices, ce sont d'abord les industriels, bien sûr, donc le secteur privé, les académiques et les chercheurs, les institutionnels qui financent les projets d'innovation et la société civile et les consommateurs. Alors là, je vais rentrer plus dans les activités qu'on a réalisées dans le cadre de ce projet et qu'on est encore en train de réaliser jusqu'à la fin, jusqu'au premier trimestre 2023 et qui peuvent vous servir en fait. Donc, j'ai indiqué sur chacun des slides des liens vers soit le site internet du projet européen, soit vers notre espace adhérent. Donc là, sur ce slide, vous voyez un extrait en fait d'un travail qu'on a réalisé au début du projet, qui visait à identifier, à réaliser un mapping en fait de ces acteurs des 4 hélices, issus des 4 hélices. Et donc, on a identifié dans chacune des régions européennes participantes à ce projet, 1200 acteurs en fait qui travaillent sur l'alimentation saine, que ce soit des entreprises privées agroalimentaires, des associations qui représentent la société civile, des institutionnels qui contribuent au développement de cette alimentation saine. Et j'ai oublié une hélice, c'est les chercheurs et les académiques. Donc voilà, donc dans ce mapping qui est accessible sur le site du projet, vous pouvez accéder à tout un listing. Donc ça peut permettre d'avoir une ouverture vers les autres pays européens qui font partie de ce projet. Ici, c'est intéressant, ça fait un pont avec le projet Terre de Source dont on vient juste de parler. On avait réalisé aussi en début de projet une analyse de la manière dont finalement ces régions procédaient pour innover en fait. Donc les méthodes d'innovation en fait pratiquées dans les différentes régions participantes à ce projet. Et donc on les a analysées au travers de cas d'études. Donc chacun des partenaires du projet a choisi un cas d'étude régional pour venir illustrer ces méthodes collaboratives d'innovation entre ces 4 types d'acteurs. Et donc vous voyez en bas du petit schéma que moi j'avais choisi d'illustrer via le projet Terre de Source qui incluait bien cette 4e hélice des consommateurs pour mieux innover. Et donc, ces projets, alors je ne sais plus combien il y en avait, 6, 7, qui sont venus illustrer l'innovation régionale et reflétaient aussi quelque part les différents challenges rencontrés par les différentes régions européennes participantes. Et donc, 5 d'entre eux parlent de comment, via l'innovation, diminuer l'obésité
donc qui est un énorme challenge finalement dans tous ces pays qui participent au projet européen. Le deuxième challenge, c'était renforcer la protection de la ressource en eau, donc via le projet illustré de terre de source. Il y a également, via ces projets, des problèmes de recrutement et de renforcement des compétences, notamment dans les entreprises agroalimentaires, donc c'est un challenge qui est représenté aussi dans ces cas d'études. Et enfin, les prestations de soutien à l'innovation pour les très petites entreprises. Et là, c'était focalisé plus sur le Portugal, qui a des PM, enfin vraiment des toutes petites entreprises qu'il est difficile d'accompagner en innovation en fait. Donc toutes ces études, enfin cette étude est assez conséquente, mais vraiment intéressante, et vous pouvez consulter éventuellement un cas d'étude à partir du lien que j'ai indiqué en bas de ce slide. On a également développé beaucoup de modules d'auto-formation à destination des adhérents en fait de nos différents clusters partout en Europe. Et on a notamment organisé un webinaire en partenariat avec le Centre culinaire conseil. C'était en 2021 sur le thème « Comment collecter des infos consommateurs et analyser son marché pour mieux innover en alimentation saine ». Et donc, il y a tout un package en fait de modules de formation qui sont également focalisés sur ce thème d'une meilleure compréhension du consommateur et qui sont consultables également en ligne. Il y a également quelques rapports d'études qui ont été réalisés dans le cadre de ce projet, qui sont extrêmement bien construits, donc que je vous invite à aller consulter si vous êtes concerné par les secteurs d'activité mentionnés, qui ont été réalisés par le partenaire espagnol de ce projet, qui est porteur du projet d'ailleurs. Et ils ont utilisé la base Mintel en fait pour réaliser ces rapports d'études qui sont très courts, très synthétiques et très illustrés. Donc sur des thématiques comme les produits laitiers, la nutrition sportive, la boulangerie. Donc je suis sûre que parmi vous, vous trouverez votre secteur d'activité parmi ces thèmes, et n'hésitez pas à aller les consulter. Ils sont la plupart du temps en anglais parce que j'avais pas disposé de suffisamment de temps pour tout traduire. Donc ça peut aussi vous entraîner un petit peu à pratiquer l'anglais. On a aussi réalisé pas mal de webinaires thématiques dont vous voyez la liste à l'écran, et dont 2 sont plus particulièrement centrés sur la compréhension du consommateur. Alors si je me souviens bien, il y avait la psychologie de l'alimentation saine, donc il y a un replay qui est disponible. Et le deuxième, c'était l'innovation pendant le Covid. Donc, c'était vraiment en pleine période Covid. État d'esprit, résilience et adaptation, donc qui est particulièrement intéressant à venir consulter. Et là, sur la dernière phase de ce projet, donc on s'intéresse plus particulièrement à la durabilité et à la manière dont elle est déployée dans les PME européennes. Donc pour ce faire, on a, on va dire, cette dernière partie du travail est organisée en 3 briques. La première brique, c'était la réalisation d'une enquête pour identifier les défis et les besoins des PME européennes pour les faire progresser en matière de durabilité environnementale. Et donc l'objectif de cette première brique que Valorial a réalisé d'ailleurs, c'était ensuite de pouvoir mettre en place des workshops et des webinaires sur des thématiques vraiment qui intéressent les PME en matière de durabilité environnementale. Donc là, on est en train de déployer ces webinaires, et le webinaire d'aujourd'hui est intégré dans cette deuxième brique que vous voyez à l'écran. Et en parallèle de ça, on est en train de réaliser des diagnostics de durabilité dans un certain nombre de PME européennes. Donc moi, je le fais, voilà, on réalise, en fait, je vais réaliser 3 diagnostics, donc c'est peu, mais à l'échelle de l'Europe, dans chacun des pays, il y a des diagnostics qui sont réalisés. Et au travers d'un guide d'entretien très efficace, en fait, on parvient au bout de 2 heures à comprendre un peu ce que l'entreprise a mis en place en termes de durabilité, quels sont ses enjeux majeurs. Donc, à la sortie de ces diagnostics, on réalise une SWOT, hein, donc une analyse des forces-faiblesses de l'entreprise. Et puis, on émet quelques recommandations pour l'aider à avancer en matière de durabilité environnementale. Voilà, c'était tout. J'ai essayé de faire court. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci Blandine. Je ne sais pas s'il y a des questions.
Pas de questions en webinaire, en tout cas. Pas de questions. Les gens ont faim, peut-être. Donc, je vous remercie tous pour cette... voilà, je remercie tous les intervenants pour la journée. Et donc, Valérie va vous faire suivre un petit questionnaire pour savoir votre appréciation sur cette journée. Et sinon, vous pouvez flasher là, je ne sais pas si ça marche avec vos smartphones, soit sur site ou enfin sur le lieu, ou alors quand vous êtes en webinaire, vous pouvez flasher le QR code et vous allez avoir accès directement, logiquement, au questionnaire. Ça marche? Qui sera l'occasion aussi, on le rappelle, hein, de nous faire remonter vos attentes en tant qu'adhérents sur les sujets que vous aimeriez nous voir traiter chez Valorial lors de nos prochains événements. Et puis nous demander aussi, si vous le souhaitez, des mises en relation avec les intervenants de ce matin ou bien d'autres participants qui auraient été intéressés comme vous par ce sujet de la matinée. Donc je vous enverrai un petit mail, vous aurez notamment la liste des personnes qui participaient ce matin en présentiel ou en distanciel, et je vous rappellerai le nom des intervenants avec lesquels vous pourrez demander donc des mises en relation, ou bien tout simplement un rappel de la part de quelqu'un de l'équipe de Valorial pour vous remettre à l'esprit l'ensemble des services et les outils que nous mettons à votre disposition, dont la veille, je le rappelle, avec les éléments, des replays, des présentations, les webinaires dont parlait Blandine aussi, qui procurent de la biblio qui est mise à votre disposition. Voilà, merci par avance. Merci Valérie. Je pense qu'on a fait tout le tour. Pas d'autres suggestions. Donc, on va dire au revoir aux personnes en ligne. Et puis, bon appétit. Et puis, nous, on va poursuivre sur les ateliers cet après-midi. Merci beaucoup. Merci aux intervenants. Au revoir à tous.